Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Si tu veux, c'est ça aussi qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que tu ne fais pas forcément les choses pour le salaire, tu vois. C'est pas le salaire qui t'intéresse. On s'en fout du salaire. Parce que si c'était le salaire qui nous intéressait, on serait resté salarié. Tu vois. Et moi, je t'avoue, je ne fais pas ça pour le salaire. Je peux travailler, ne rien gagner pendant 6 mois, ça ne me dérange pas. Tu vas me dire, ah, mais comment tu fais et tout? Je vais te dire, je fais. Alhamdoulilah. J'ai le plaisir d'accueillir Ezdine Rolamala, expert en finance islamique et cofondateur de Sahafi, une agence de conseil spécialisée en takaful. Vous le verrez assez vite, Ezdine est un assoiffé de connaissances et un travailleur infatigable. Dans cet épisode, il revient sur les grandes étapes de son parcours et on s'intéresse particulièrement à leur tout nouveau produit takaful unique en France, Sakina Funérailles. Sakina Funérailles est la seule mutuelle permettant d'assurer ses obsèques en cas de décès de manière 100% halal, 100% participative et sans intérêt bancaire. Normalement, on ne devrait même pas avoir à avoir ses besoins de financement, etc., devoir à payer pour des inhumations et tout. Parce que ça, c'est une obligation qui est sur nos épaules, en fait. C'est la communauté musulmane qui a une responsabilité de ça, tu vois. On doit enterrer nos morts. On doit s'en occuper, on doit les rapatrier, on doit les enterrer, on doit faire la janaza sur eux, on doit les laver, etc., etc. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Ezdine. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, Abdelrahman, je te remercie. L'épisode sortira après le mois de Ramadan, je pense, ou pas. Non, pendant, je pense. Donc, bon Ramadan à tous ceux qui écouteront le podcast à ce moment-là. Tu es basé à Marseille, oui, bien ça? Exactement, ouais. Je te propose, Ezdine, pour commencer, de te présenter assez rapidement. En 30 secondes. Tu as écouté les précédents épisodes. Ouais, je te laisse. Ouais, plus ou moins 30 maintenant. C'est bon, j'arrête de dire ça. Je te laisse jusqu'à 1 minute si tu veux. Déjà, je dis un Ramadan Moubarak à tous les auditeurs et les auditrices. Même si on ne sait pas s'ils sont en train de jeûner au moment où ils écoutent ou si le Ramadan est derrière. Je te remercie pour ton invitation. C'est super cool ce que tu fais. J'ai écouté les podcasts précédents et franchement, c'est super. Donc voilà, continue. Je peux que t'inviter à continuer. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Donc, pour les présentations, je m'appelle Ezdine Rolamala. Je viens de Marseille. Pourquoi? Parce que je suis né à Lille et que je suis originaire d'Algérie. Et donc, Marseille, c'est le juste milieu entre le nord de la France et le bled. C'est un peu le bled, c'est un peu la France. Et du coup, je sens bien. Voilà, j'ai 42 ans. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. J'ai 5 enfants. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je suis un infatigable étudiant. J'aime apprendre, j'aime la connaissance. C'est vraiment mon kiff, c'est ma nourriture. Et voilà, je me suis lancé dans la finance islamique après avoir été étudiant à Strasbourg en 2013. Et donc, j'ai créé une boîte qui s'appelle Safi. Et depuis, j'ai vécu plein d'aventures extraordinaires dans l'aventure de l'AFI. Et voilà, je m'éclate et je bosse et j'apprends et je crée, j'innove, j'imagine, voilà. Tu as créé une boîte qui s'appelle Safi, tu as créé une deuxième boîte qui s'appelle Sakina Takaful, ou c'est bien la même boîte? Ouais, alors en fait, si tu veux, allez, je vais faire une comparaison un peu vaseuse. On va dire que Safi, c'est Peugeot et Sakina, c'est la 208. D'accord. Ouais, on va dire ça. On va dire que Safi, c'est la boîte, c'est l'entreprise. Et Sakina, et encore, j'ai envie de te dire même pas, parce que Sakina, c'est le nom, si tu veux, de la gamme de nos solutions Takaful. Et là, on vient de sortir le premier modèle, en fait, dans cette gamme, qui est consacré au financement des obsèques et du rapatriement. Et donc, il s'appelle Sakina Funérailles. L'idée, c'est de décliner, si tu veux, Sakina Auto, Sakina Habitation, Sakina Santé. Bon, ça, c'est des produits qui n'existent pas encore. Mais en tout cas, le premier, c'est Sakina Funérailles. Donc, le Takaful, c'est pour les assurances de manière générale? Allez, en un mot, je dirais solidarité. Ouais.
Si je devais le traduire en un mot, si on rajoute deux mots, je dirais garantie conjointe, Mhm. d'accord? Ou sinon, après, ça dérive de kafala en arabe, et la kafala, c'est limite l'adoption sans filiation, c'est-à-dire le fait de prendre quelqu'un sous son aile Ok, et de lui apporter un soutien. d'accord. Voilà, ça vient de kafala et donc takaful. Donc, il y a vraiment cette notion de solidarité, d'entraide et bien évidemment de bienfaisance. Donc, techniquement, le takaful, c'est un moyen halal de pouvoir s'assurer. On peut le dire comme ça aussi. Hmm. Ok, donc, on va revenir dessus un peu plus tard. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça? Tes études et ton Ok. éducation? Euh, alors, ça risque d'être long. Je n'ai pas envie de C'est pas saouler les grave, on a tout le auditeurs. temps. On a tout le temps. Alors, moi, j'ai un parcours un peu, je ne sais pas si c'est atypique, mais en tout cas, je suis un genre d'autodidacte, mais on est tous des autodidactes en fait. Mais comment te dire? Bon, mon éducation n'est pas terminée et j'espère pouvoir continuer à m'éduquer et à m'élever et à progresser jusqu'à ma mort, Inch'Allah. Ça, c'est vraiment l'objectif. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de te dire, c'est un peu long parce que sinon, ça voudrait dire que je te raconte toute ma vie du début, du commencement jusqu'à aujourd'hui. Mais pour faire plus vite, je vais enlever une première moitié, on va dire jusqu'à la licence pro. Et encore que, moi là-bas, si tu veux, franchement, au lycée, j'avais de grosses facilités, mais j'étais pas bosseur. Tu vois, j'avais pas la culture de l'excellence. J'avais pas ça. Tu vois, j'étais assez loin de l'islam d'ailleurs quand j'étais au lycée. J'étais pas là-dedans, tu vois. Ça m'est venu un peu plus tard en devenant vraiment adulte, c'est-à-dire passé la vingtaine. Donc, en fait, je faisais le strict minimum. Donc, j'ai fait un bac éco. Bac éco, j'ai fait un BTS de commerce international. Je suis rentré en école de commerce à Sophia Antipolis, au CERAM. J'y suis resté 6 mois. Je n'ai pas réussi à rentrer dans le moule. J'avais Mhm. l'impression qu'il fallait que je me travestisse pour réussir ou que je devienne quelqu'un d'autre. Je n'ai pas réussi. Donc, c'était vraiment un échec. C'était quoi qui était différent, qu'il fallait que tu changes pour réussir? Je sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait que je devienne quelqu'un qui n'était pas moi. Voilà, pour faire simple. Même si je n'avais pas encore, si tu veux, pleinement conscience de qui j'étais. Mhm. Tu sais, à cet âge-là, tu vois, tu sors de l'adolescence, t'es pas encore, je sais pas, t'es pas fini, tu vois. Intérieurement, tu as du mal tu te connais pas encore trop bien, tu vois. C'est ça la vie aussi, c'est que plus tu vieillis, plus tu te connais, plus tu apprends à Mhm. te connaître et plus tu sais aussi ce que tu as envie d'être et ce que tu n'as pas envie d'être. Il y a aussi ça, tu vois, dans les choix que tu fais. Voilà, donc du coup, bah, je me suis arrêté, j'ai lâché l'affaire. C'est pas Ok. mon tempérament en plus de lâcher l'affaire, mais là, j'ai lâché l'affaire vraiment. Et donc, j'avais un BTS de commerce international en poche. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? Ben, ensuite, je me suis retrouvé sur le marché du travail, je n'avais pas d'expérience. Donc voilà, j'ai galéré entre guillemets pendant un certain temps, intérim, centre d'appel. Je me souviens, je distribuais les journaux de métro. Voilà, je faisais voilà, des trucs comme ça. Et puis, moi, j'ai découvert l'islam au travers d'un voyage. Je suis parti au Mali. Je suis parti au Mali, j'ai été jusqu'à Tombouctou. Et si tu Ok. veux, moi, j'ai grandi dans un contexte purement français, francophone, comme je te disais, loin de l'islam, puisque ma mère est française et mon père est algérien. Et mon père est au bled et moi, j'ai grandi en France. Euh, si tu veux, j'ai pas eu d'éducation autour de l'islam, vraiment pas du tout. Mais je me posais quand même beaucoup de questions tu vois, à l'arrivée à la vingtaine. Et donc, j'ai trouvé l'islam sans le faire exprès, entre guillemets, parce que c'était vraiment pas ça que je cherchais, mais en tout cas, j'ai trouvé l'islam au cours d'un voyage. C'était un voyage, on peut dire, initiatique, hein, vraiment, dans le Mhm. sens du voyage initiatique. Et c'est au Mali, et donc j'ai fait ma shahada là-bas, tu vois. Et, euh, et donc, quand je suis rentré, bah, là, de suite, Tu étais je sais pas, parti pour en tant que touriste ou comment? ouais, j'étais vraiment parti, je te dis, c'était vraiment initiatique, j'étais parti pour chercher des réponses, tu vois. Ok. Dans ma vie, en fait, je savais plus où j'en étais et je me posais trop de questions. J'avais compris qu'il y avait un sens à la vie parce que, Mhm. tu vois, j'avais compris il y avait pas de hasard parce qu'il m'arrivait tellement de coïncidences que je me rendais compte qu'il y avait un sens. Alors que jusqu'à Mhm. présent, pour moi, le monde n'avait pas de sens, tu vois. J'étais dans une Ouais. conception
nihiliste, tu vois. J'ai pas grandi, je t'ai dit, j'ai pas eu d'éducation spirituelle ou religieuse, tu vois, pas du tout. Et Mais je me suis rendu compte, pourquoi le Mali? ouais, Du coup. bah ça c'est un concours de circonstances par contre. C'est parce que j'ai un ami malien qui m'a proposé de venir avec lui en vacances pendant un mois chez lui, tu vois. Et lui, il habitait à côté de Bamako. Mais moi, j'avais pas envie, tu vois, de rester chez lui pendant un mois, tu vois. Non, c'était cool, hein. Franchement, il m'a super bien reçu, c'était trop bien. Mais j'avais quand même envie de découvrir le pays, tu vois. Et tu vas dire, ça peut sembler complètement ouf, mais je m'étais dit, je vais aller dans le désert, je prends mon sac à dos, je vais dans le désert, tu vois, et peut-être je vais trouver des réponses à mes questions. C'était ça l'objectif, tu vois. Et donc, je m'étais fixé un point au nord de Tombouctou, tu vois, dans le Sahara, là, ça s'appelait Arawan, tu vois, c'est là où il y a une caravane de sel qui passe. Bon, j'ai pas pu aller jusque Ça veut là-bas dire quoi, parce que pardon? j'avais pas assez de temps. Ça a coupé, tu as dit, c'est là où il y a quoi? En fait, c'est une voie caravanière, tu vois. Et Ok, ils font le sel, tu vois, sur d'accord. cette voie-là. Ok. Mais j'ai pas pu aller jusque là-bas, jusqu'à Arawan, parce que j'avais pas le temps. C'était vraiment long pour y aller, parce qu'après, tu vas à Dochamo. Donc, j'ai été jusqu'à peut-être 50 km au nord de Tombouctou. Je suis resté chez un Touareg pendant quelques jours. Et en fait, en partant, juste avant de partir, moi, à l'époque, je tenais un cybercafé. Ok. C'était au tout début des années 2000. C'est mon côté un peu geek aussi, tu vois. Et il y a des frères, ils venaient c'était à l'époque de Caramel et tout, ils venaient chatter, tu vois, le vendredi soir, le samedi soir au cyber. Et il y a des Ok. frères d'une cité à Marseille qui s'appelle Fontvert. Et ils venaient, tu vois, et il y en a un, Nourdine, il est venu, m'a ramené un Coran en français, tu vois. Juste comme ça. J'avais pris avec moi en voyage. Et je l'ai lu sur la Pinasse. Donc la Pinasse, c'est le bateau, tu vois, qui vogue sur le Niger, en fait. Parce que pour Mhm. aller jusqu'à Tombouctou, tu es obligé de passer, voilà, de passer par 3 jours, tu vois, sur la Pinasse. Et donc, j'ai lu le Coran pendant tout le voyage. Ok. Et j'ai continué à le lire quand j'étais dans le désert, justement. Et en lisant le livre, j'ai reconnu la vérité dedans. Et quand je suis retourné à Tombouctou, 4-5 jours après, j'ai dit aux gens qui étaient là, j'ai dit voilà, en fait, ouais, je veux devenir musulman. Et donc, j'ai fait ma shahada à Tombouctou. Donc, tout ça pour te dire quoi? Quand je suis rentré en France, on en reparlera à l'occasion parce que j'ai plein d'histoires, si tu veux, d'anecdotes sur des trucs. Au retour, la pinasse, elle a coulé parce que, si tu veux, le pinassier, il a voulu me truander parce que j'étais blanc, il a voulu me faire payer 4 fois le prix. Moi, entre guillemets, j'ai pris le ciel à témoin. Je lui ai dit, écoute, je suis ton frère, je suis un musulman. En plus, je jeûnais, hein, j'étais en voyage. Je jeûnais et je subissais l'oppression, tu vois. J'ai pris le ciel à témoin. Je lui ai dit, ce que tu fais, c'est pas bien, etc. Il m'a dit, de toute façon, je m'en fiche. C'est soit tu me payes et tu montes dans le bateau et tu peux rentrer jusqu'à Bamako, quoi, jusqu'à Mopti, soit tu montes pas. Donc, j'étais obligé, j'ai payé. Et la pinasse, elle a coulé. La pinasse, 2 nuits après, elle a coulé. Ajib. Incroyable. Mais je t'en raconterai, j'en ai plein des histoires sur ce voyage-là. C'était vraiment un voyage extraordinaire. Et Ok. donc, quand je suis rentré en tout cas en France, donc j'étais devenu vraiment, si tu veux, j'étais musulman, quoi. C'est vraiment, tu vois, dans le cœur, vraiment, c'était fort. Ma vie, à partir de là, elle a vraiment changé. C'était un virage complet. Et donc, je me suis marié, j'ai eu un enfant. Et il y avait, si tu veux, j'ai trouvé un contrat d'alternance à la Banque Postale. Il faisait un BTS Banque, conseiller financier, tu vois, en 15 mois. Mhm. Donc, j'ai fait un deuxième BTS. Un BTS Banque en alternance. Mais à l'époque, je ne connaissais rien, tu vois, le riba, tout ça. Je ne connaissais rien à l'islam. J'étais vraiment au début, tu vois. Je connaissais Mhm. absolument rien. Tu vois. Même la Fatiha, je ne la connaissais pas. Donc, j'en étais à apprendre la Fatiha. J'en étais pas encore à réfléchir sur la nature du riba, etc., Ouais. etc. Donc, j'ai fait ce truc en alternance, j'ai fait mon BTS Banque, j'ai bossé à la Banque Postale pendant presque 2 ans. Après, le fait d'avoir repris le BTS Banque, là, je l'ai repris en mode excellence. Tu vois, j'étais plus pareil, je l'ai pris en mode excellence. C'est-à-dire que je me suis arraché dans les études, j'ai terminé, j'étais premier de ma promo. C'est-à-dire mes facilités, je les ai utilisées pour être excellent. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. J'utilisais mes facilités juste pour être à la moyenne. Tu vois, juste pour pas redoubler Mhm. et avoir le diplôme et qu'on me laisse tranquille. Tu vois, c'était juste ça en fait, l'utilisation des facilités. C'était pas pour vraiment me dépasser. Donc j'ai fait ce BTS Banque et puis après moi j'ai repris, si tu veux, j'ai compris, j'ai eu soif de connaissances et je voulais continuer à apprendre. Donc à l'époque, quand tu bosses dans la banque, il y a un diplôme qui s'appelle l'ITB.
c'est bac plus 4, bac plus 5. Et, et en fait, à la Banque Postale, ce n'était pas possible. Tu vois, ils voulaient trop m'enfermer dans ma fonction. Grosso modo, il fallait qu'ils aient un retour sur investissement. Et donc, au final, j'ai présenté ma démission et je suis rentré dans une autre banque, la Banque Populaire Provençale et Corse. Et là, pareil, ils m'avaient vendu. Moi, en fait, j'avais dit, OK, je signe avec vous, mais il faut me former. C'est-à-dire, moi, je veux faire la licence pro. Ils m'avaient vendu la licence pro et en fait, ils ne me l'ont pas donnée. Donc, au bout d'un an, je suis parti. Je suis rentré à la MAIF, la mutuelle d'assurance des instituteurs de France. Pareil, j'ai négocié avec eux de la formation. Ils m'ont dit, OK, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Et si ça marche, eh ben, tu feras la licence que tu veux. Donc, j'ai fait la licence. Donc, licence assurance banque finance avec l'ENAS, l'École nationale de l'assurance à Paris. Et donc là, toujours pareil, une fois que j'ai obtenu la licence, je leur ai dit, bah, écoutez, maintenant, moi, je veux le master. Je n'avais pas pu, si tu veux, j'avais gâché, entre guillemets, tu vois, dans la première partie de ma vie, si tu veux, j'avais gâché mes possibilités, tu vois, quelque part. Tu vois, j'avais pas… j'avais gâché mes possibilités. J'étais quand même rentré en école de commerce, mais je n'étais pas suffisamment, si tu veux, j'avais pas suffisamment connaissance de mes principes forts intérieurs que du coup, j'avais peur de les bafouer. En fait, c'est pour ça que j'ai quitté l'école de commerce. Tu vois, et finalement, l'islam, ça m'a renforcé dans mes principes et dans mes valeurs. Ça m'a donné vraiment, c'est-à-dire, j'avais déjà des valeurs, mais du coup, ça les a, comment te dire, ça les a revivifiées et ça les a clarifiées. Ça m'a permis d'avoir une meilleure conscience de mes valeurs. Tu vois, et donc une meilleure conscience de moi-même. C'est-à-dire qu'après, là, je peux très bien aller dans une école de commerce, j'ai aucun problème, et ça ne va pas me dénaturer, tu vois. Parce que je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs. Et s'il y a quelque chose qui est contraire à mes valeurs, ben, je ne me laisserai pas influencer, tu vois. Oui. Ça ne me changera pas. Mais à ce moment-là, j'étais trop faible, entre guillemets, moralement, pour pouvoir passer par là. Donc, je fais cette licence donc assurance banque finance. Je leur dis, bah, écoutez, moi, je veux le master et tout. Et ils me disent, attends 2 secondes, il y a ma fille qui vient me voir. Yasmine, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Bah, écoute, grignote un truc. Je suis en rendez-vous, d'accord? Ben voilà, tu l'as déjà dans les mains. Ouais, vas-y, vas-y. Pardon, hein. Je sais que tu coupes, alors donc ça passe. Peut-être que je le garderai. On n'est pas regarder je des petits sais moments pas. comme ça. Ça rend plus naturel. Ouais, alors qu'est-ce que je te disais? Je te disais donc que je leur demande le master, ils me disent non. Bon, c'est pas très très grave, hein, mais pareil, je commence à me sentir à l'étroit dans mon boulot. Si tu veux. Dès que, en fait, je me suis rendu compte que dès que j'apprenais plus, bah ça y est, ça me démotive. J'ai besoin de connaissances, si tu veux. Voilà, j'ai besoin. Il faut tout le temps que tu m'alimentes en connaissances pour que je me sente bien. Il me faut des nouvelles choses, des trucs que j'apprends, etc. Et comme ça, je me sens vraiment vivant, tu vois. Mais sinon, c'est l'angoisse. Voilà. Si tu me fais rentrer dans un truc tous les jours la même et j'apprends plus rien, c'est l'angoisse. Donc là, on va dire qu'on est en 2012. 2012, je vois qu'il y a Swiss Life qui lance un produit de finance islamique. Et je me dis, en France? Ah oui, ouais, en France. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'en fait, plus, si tu veux, j'avance dans la pratique de mon islam, c'est-à-dire le Mali, c'est 2002, tu vois. Donc là, il s'est passé 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai appris des choses dans l'islam, tu vois. L'islam, il est rentré, tu vois, en moi. Ça, tu connaissais la Fatiha. Voilà. Et là, il commence à se passer un truc, c'est que, en fait, si tu veux, il commence à avoir un écart entre mon identité professionnelle et mon identité profonde. C'est-à-dire par rapport au fait de travailler dans le monde de la banque, de la finance, de l'assurance, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, il y a une distorsion, tu vois, qui commence à se créer. Ça me pose problème. J'ai un problème d'ordre moral, hein, et d'ordre interne là-dessus. Oui. C'est pour ça, moi, je dis souvent, la finance islamique, c'est pour les repentis, tu vois, c'est-à-dire les gens qui, quelque part, ont eu une expérience dans le monde conventionnel, comme moi, et qui, à un moment donné, pour plaire à Allah, font le choix de laisser ce qu'ils ont, tu vois, et donc c'est une forme de sacrifice aussi, et trouve une porte de sortie, tu vois. Et donc, moi, dès qu'il y a ce contrat-là que je vois et tout, je me dis, bah, peut-être c'est ça ma porte de sortie. Donc, je fais le choix de me former. Je vois qu'il y a le MBA de finance islamique à Strasbourg en 2013. Donc, j'économise de l'argent. J'économise des jours de congé sur mon compte épargne-temps. Et je commence à partir de janvier 2013, 2 jours par mois, même 3 jours par mois. Je pose des congés et je vais à Strasbourg une fois par mois. Et là, si tu veux, c'est la révélation. Je découvre l'université. Moi, je n'avais jamais été à l'université.
Je rencontre des docteurs, je rencontre des asset managers. En plus, j'étais dans une promo de ouf. C'est vraiment des profils de haut niveau. Moi, j'étais le petit poussé, si tu veux, dans la promo. J'étais vraiment le petit poussé. Avec ma petite licence assurance, banque, finance, tu vois, j'étais là, je complexais, tu vois, par rapport aux gens qui étaient autour de moi. Il y avait des ingénieurs des mines, des docteurs de je sais pas quoi, là, des trucs du pétrole, vraiment des trucs de fou, tu vois, des responsables de desk chez Natixis, à BNP. Moi, j'étais juste tu vois, un petit retailer de Marseille. Bref, génial. En plus, tu vois, une bienveillance, une fraternité, c'est-à-dire les gens qui avaient dans cette promo. Ça a été vraiment une des meilleures années en termes de scolarité de toute ma vie. Ça a été, on a même fait notre voyage de fin d'études. On est parti à Jeddah et on a fait une Omra à la Mecque ensemble. Pour te dire, tu vois, vraiment le kiff. Vraiment, vraiment le kiff. Et donc, je découvre ce monde-là à Strasbourg. En plus de ça, il me demande d'être président de l'association des étudiants et des diplômés de finance islamique. Bon, moi, je leur dis, mais écoutez, j'ai un projet. Moi, je suis venu parce que je dois créer ma boîte, je dois créer Safi et tout. Moi, voilà, je suis pas là. Et bref, ils insistent et j'accepte. Et en fait, j'ai bien fait parce que ça m'a permis de me rendre compte de plein de trucs. J'avais des capacités pour, si tu veux, rédactionnelles, pour écrire des articles, parce qu'on a fait un journal, on avait un journal, donc j'écrivais des articles. Donc je me suis rendu compte que je savais écrire des articles, que je pouvais en écrire, que je pouvais manager des équipes, faire tu vois, travailler ensemble, faire des trucs. Donc ça aussi, ça a été super, y compris pour le réseau. Et donc, je me rends compte que, si tu veux, moi qui travaille dans l'assurance, qui suis originaire de l'assurance et qui ai l'intention de créer un cabinet de courtage en assurance, je me rends compte que sur le Takaful, il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a très peu d'écrits, notamment en langue française, mais même en anglais, tu vois, ce n'est pas un sujet dans la finance islamique qui est très, très développé. Et il se passe un truc, c'est qu'à la fin de l'année, il y a un de mes profs Jean-Paul Laramé, qui était un des pionniers au début, avec Hervé de Charette, de la mise en place de la finance islamique au temps de Christine Lagarde, là, sur les années, fin des années 2000, qui me sous-traite une étude de marché sur les perspectives de développement du Takaful en France. Il avait un partenaire qui devait la lui faire. Finalement, le partenaire le lâche ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, comme il a vu ce qu'on faisait dans le cadre de l'association et tout, il me demande si on peut faire l'étude. Donc, bien évidemment, j'accepte. Alors, pour la petite histoire, la petite anecdote, moi j'aime bien les anecdotes. Quand il me demande mon prix pour l'étude, je la facture le prix des frais de scolarité. Il me dit, c'est quoi ton prix? Donc, je n'ai pas cherché, si tu veux, j'ai pas cherché à faire de bénéfices, même si ça valait plus ou autre. Mais je me suis dit, au moins, hamdoullah, c'est quitte, tu vois. J'ai rien perdu, déjà. Tu vois, et toujours, je me dis ça par rapport à cette aventure entrepreneuriale dans la FI. À chaque fois, je me dis, même si ça devait s'arrêter aujourd'hui, hamdoulillah, j'ai largement, si tu veux, ça valait le coup, en fait. Tu vois, parce que j'ai fait des trucs que j'aurais jamais fait autrement, en fait. Si j'étais resté dans mon confort, dans mon train-train, si j'avais pas pris ces risques-là, en fait, des risques. C'est même pas des risques, c'est à un moment donné de dire, ok, c'est du tawakkul, tu vois. C'est de dire, vas-y, je me lâche et c'est Rabbi qui va gérer, tu vois. Moi, je vais juste faire ce que j'ai à faire au quotidien et le reste, je le mets entre ses mains. Et donc, je fais cette étude et c'est excellent parce qu'au final, je suis rémunéré donc, pour étudier mon propre projet, mon propre marché, tu vois. C'est là où je me rends conscient, je prends conscience, en fait, si tu veux, des perspectives de développement du Takaful en France et de la puissance de la communauté musulmane en France aussi. Mais tu t'es pas intéressé à ce moment-là, enfin je laisse revenir dessus après, mais tu t'es pas intéressé à ce moment-là aux autres aspects de la finance islamique, la murabahat, les choses qui sont plus connues. Toujours. Si tu veux, moi j'ai une connaissance assez globale, on va dire. J'ai une connaissance globale. C'est comme si tu prends un toubib, il connaît la médecine en général, et puis si c'est un spécialiste, il peut avoir un domaine de spécialisation. Et le Takaful, c'est ce qui t'a vraiment intéressé?
Non, tout m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse le plus, en vrai, c'est les politiques monétaires. Tu vois, ce qui m'intéresse le plus, c'est la macroéconomie, les politiques monétaires et la théorie. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais Ouais. il faut garder les pieds sur terre. Tu vois, il faut faire des trucs concrets. Tu vois, dans la matière, c'est important. Mais je Mm. préfère prendre de la hauteur quand même. Tu vois, si tu me dis c'est quoi vraiment tes sujets qui t'intéressent le plus, c'est plutôt ça, tu vois, c'est plutôt c'est quoi la monnaie, c'est quoi les mécanismes de création monétaire, c'est quoi sa finalité, comment est-ce qu'on peut mettre en place des politiques monétaires dans un cadre islamique pour assurer pour avoir une société qui fonctionne bien, etc., etc. C'est plus ça qui m'intéresse. Mais Mm. toujours est-il, mon activité professionnelle fait que moi j'ai un background assurance, que à la base, dans le cadre de ce projet entrepreneurial, ben, j'étais courtier en assurance, je suis toujours. Mm. Et que donc, j'ai fait une étude de marché sur ce sujet. Donc là, c'était plus du marketing en vérité, hein, cette étude de marché, plus que de l'assurance ou quoi que ce soit d'autre. Et de toute façon, c'est les sciences de gestion. Si tu veux, tout ça, ça rentre dans les sciences de gestion. Mm. Le marketing, l'assurance, la finance, la compta, l'audit, tout ça, c'est les sciences de gestion. Donc, c'est un champ plus large et donc, j'ai des connaissances là-dessus. Bref, Oui. donc j'allais te demander, à ton avis, combien les musulmans de France ils payent de cotisations d'assurance par an. 7 milliards Combien? d'euros. 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros. Ah, franchement, tu es fort. Hein. Comment tu as fait pour savoir? Je crois qu'on en avait déjà parlé au téléphone. Bon, 7 milliards, on a l'impression que c'est rien, mais 7 milliards, ça fait combien? Ça fait 7 000 millions. Et on est toujours en train de... Oh, il nous manque toujours de l'argent pour financer des trucs, tu vois, c'est fou quand même. Il nous manque toujours de l'argent pour financer les entreprises, pour financer de l'acquisition immobilière, pour Ouais. financer des écoles, pour financer, je sais pas moi, des campings, des piscines, des centres culturels, tout ce qu'on veut. On dit toujours qu'il nous manque de l'argent. Et Mm. tous les ans, pardon, tous les années, n'importe quoi, tous les ans, il y a 7 000 millions, ok, qui sortent des poches de la communauté musulmane française Mm. et qui partent dans des cotisations d'assurance. Alors que le principe de l'assurance, la mutuelle d'assurance, bah, c'est de mettre de l'argent en commun. Ok. Donc, tu mets de l'argent en commun dans une caisse commune. Et Mm. puis, s'il en reste dans la caisse, en tout cas, c'est le principe du tacafoul et c'est le principe de l'assurance mutualiste, bah, s'il en reste, bah, tu t'en sers pour financer des projets utiles à la communauté. Mm. Voilà, si tu veux. Et moi, c'est de ça dont je prends conscience. C'est ça que Ouais. tu vois, c'est ça que je comprends. C'est que, en plus, je suis un ancien de la Maïf, tu vois. Et la Maïf, comment elle s'est construite? Elle s'est construite à la base, c'est des instituteurs. Ils en avaient marre de filer des cotisations d'assurance à des assureurs capitalistes parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils donnaient des cotisations, mais que les assureurs, peut-être ils leur donnaient 100, tu vois, en cotisation, et l'assureur, il leur rendait 25 en sinistre, tu vois, en indemnisation. Une Tu marge préfères. disproportionnée. Hein. Ouais, et garder 75, tu vois. Donc, en fait, ils disaient, nous, les instituteurs, en fait, on sert juste à faire grossir les assureurs capitalistes. Mm. Et donc, à un moment donné, ils ont dit, tu vois, Edmond Proust, là, le fondateur de la Maïf, en 1934, il a dit non, on va arrêter. D'abord, il a envoyé un courrier à tous ses collègues de l'académie en leur disant, voilà, parce qu'à l'époque, qui avait une voiture? Le curé, le maire, l'instit et le docteur, les notables, tu vois. Et donc, il envoie un courrier à ses collègues en leur disant, donc il n'y avait pas d'accident en plus. Il y avait Mm. tellement peu de trafic, tu vois, automobile qu'il n'y avait pas d'accident, très peu. Donc, il envoie un courrier à ses amis, il leur dit combien vous avez payé de cotisation d'assurance sur les années précédentes et combien vous avez reçu en sinistre. Donc, c'est là où ils se sont rendus compte du truc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit bon, à partir de maintenant, on arrête de donner l'argent aux assureurs capitalistes et on met notre argent en commun dans un pot. On crée une mutuelle, en Mm. fait. Oui. S'il y en a un d'entre nous qui a un accident, c'est la mutuelle qui va payer. Et on met en place le mécanisme de ce qu'on appelle de ristourne ou de rappel de cotisation. Autrement dit, si les indemnisations, les sinistres, ils sont supérieurs aux cotisations, eh bien, on rappelle de la cotisation auprès de tous les adhérents. Mm. Et s'ils sont inférieurs, pardon, eh bien, l'excédent de cotisation, on le reverse. Aux assurés. Ouais, ou on le réinvestit dans la mutuelle. Eh bien, OK. aujourd'hui, si tu veux, la Maïf, grâce à ce système, parce qu'elle n'a pas d'actionnaire, donc elle ne peut pas être achetée, déjà, premièrement,
ne peut pas être achetée, elle ne peut pas être vendue. Elle appartient à ses sociétaires et elle a plus de 2 milliards de fonds propres. Je ne te parle pas du chiffre d'affaires qu'elle réalise, hein. Je te parle des fonds propres. Wow, c'est énorme. Donc, c'est énorme. Et donc, si tu veux, moi, mon objectif, c'est d'arriver à ça. J'aimerais trop arriver à créer une mutuelle, en fait, une mutuelle d'assurance. Ok. Voilà. Mais qui fonctionnerait selon les règles du TACAFUL. Donc, en fait, un TACAFUL, tout simplement. Parce qu'un TACAFUL, c'est une mutuelle d'assurance. Sur le principe, c'est la mutualisation. Tu vois, on partage le risque collectivement entre nous. On se porte assistance et secours entre nous. Donc, ça, si tu veux, c'est noble, hein, au sens de la charia. L'entraide, la solidarité, c'est quelque chose de noble. Et si tu veux, la seule différence qu'on pourrait avoir par rapport à une mutuelle conventionnelle, c'est juste que dans la gestion des cotisations et des primes, eh bien, on va éviter tout ce qui produit de l'usure. Donc, tout ce qui est produit financier qui générerait un quelconque intérêt. Donc, C'est ce qui la rend halal. C'est ce qui, c'est en tout cas, en fait, si tu veux, on enlève les éléments qui pourraient la rendre haram, en fait. Ouais. D'accord. Et l'un des principaux éléments, c'est l'usure. Enfin, le fait qu'ils doivent, exactement, que les assurances doivent, s'ils ont besoin d'argent, ils empruntent de l'argent. Il y a ça, mais pas que. Si tu veux, en fait, l'assurance, on dit souvent, c'est un mécanisme de production inversée. C'est-à-dire que tu encaisses les cotisations et que peut-être tu vas les reverser en cas de réalisation des sinistres. Donc, pendant ce temps-là, tu disposes de cash, de trésorerie que tu vas investir. Okay. Donc, les assureurs conventionnels, tout ce cash dont ils disposent, ils investissent dans l'immobilier, mais pas que. Mais ils investissent surtout sur les marchés financiers et généralement dans des titres de dette. Donc, ils fonctionnent comme une banque, en fait. Ouais, on appelle ça plutôt un investisseur institutionnel. D'accord. Il rentre dans la catégorie des investisseurs institutionnels qu'on appelle les zinzins aussi, quand on fait la liaison. Et si tu veux, eux, c'est les plus gros consommateurs de dettes, en fait. Et ils achètent généralement des dettes qui sont quand même assez sûres. Donc, typiquement, des obligations d'État, mais qui rapportent de l'intérêt, tu vois. Donc, là, le problème. D'accord. Donc, un opérateur TACAFUL, lui, il ne va pas acheter des titres, des obligations. À la limite, il va acheter des sous-coucs. Juste pour expliquer les termes un petit peu, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Je vais te faire une explication très rapide et très simple. Vas-y. Alors, une action, c'est une part du capital social d'une entreprise. OK ? C'est-à-dire tu achètes une part du capital social de l'entreprise, donc tu es copropriétaire de l'entreprise. OK ? Cette action, elle te donne des droits aussi. Elle te donne le droit de vote, puisque tu es associé dans l'entreprise, elle est à toi, tu es copropriétaire dedans. Donc, elle te donne des droits de vote. C'est le barème une action égale une voix, d'accord ? Donc, plus tu as d'actions et plus tu pèses dans les choix politiques de l'entreprise. Et comme tu prends le risque sur le capital, puisque l'entreprise peut faire faillite, eh bien, tu as droit à une part des bénéfices réalisés par l'entreprise. Ce qu'on appelle les dividendes. Ouais, les dividendes. Le plus gros risque de l'actionnaire, ce n'est pas forcément de perdre son capital, mais c'est surtout de ne pas être rémunéré, en vrai. Parce que l'actionnaire, c'est celui qui est rémunéré en dernier. Tu vois, quand tu prends un compte de résultat, c'est vraiment tout à la fin. C'est une fois que tu as payé tout le monde. Une fois que tu as payé les impôts, tu as payé toutes les parties prenantes, tu as payé tes salariés, tu as payé tes fournisseurs, tu as payé tout le monde. Et c'est à la fin, s'il en reste, que tu as droit à une part du profit. Okay ? Ça, c'est l'action. L'obligation, si tu veux, donc c'est aussi une valeur mobilière comme une action, mais c'est un titre de dette, c'est-à-dire que quand si moi j'ai besoin d'argent, par exemple, je peux émettre des obligations. Si je suis une entreprise ou un État, ok, je fais appel à des investisseurs. Les investisseurs, je vais leur échanger donc ce papier, cette obligation, contre du cash. Et par exemple, l'obligation, donc c'est un titre de dette. Donc si toi tu me donnes du cash et que je te donne une obligation en échange, tu as une créance sur moi. D'accord ? Oui. Donc, si, par exemple, je ne sais pas, moi, l'entreprise a des difficultés ou autre, forcément, tu vas être payé avant les actionnaires. OK ? C'est une créance. Et en plus de ça, sur cette créance, moi, je m'engage, en fait, à non seulement te restituer le capital à la date prévue, 3 ans, 5 ans, 10 ans, plus à te verser un taux d'intérêt qu'on appelle le coupon et que je vais te faire verser annuellement. Pourquoi ça s'appelle un coupon ? Parce qu'avant, les premières obligations, c'était un papier, il y avait des coupons dessus, tu vois. Et tu détachais, allais au guichet et tu échangeais ton coupon et on te versait l'intérêt, tu vois. Et tu gardais l'oblig. Et puis à la fin, quand tu ramenais l'oblig, eh ben, tu échangeais l'obligation contre le capital que tu avais prêté. Donc, c'est typiquement un prêt à intérêt. OK.
Donc, OK? Et dans le cas de l'action, si tu veux, c'est ça peut être halal selon l'entreprise, mais l'obligation, c'est totalement, dans tous les cas, c'est illicite en voilà, islam. c'est Ouais. ça. Du point de vue islamique, l'investissement en action, bah, il est clean. Et l'obligation, bah, non, parce que quelque part, tu as le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire tu as la garantie du capital plus un profit. D'accord. C'est l'un ou l'autre, en fait. Tu vois, Ok. tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les sous-coucs, c'est entre les deux. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je Oui. pense que c'est pas. Voilà. Les auditeurs qui veulent vraiment savoir voilà, les sous-coucs, comment ça fonctionne, une petite recherche sur Internet et c'est assez rapide, mais c'est entre les deux, tu vois, c'est entre l'action et l'obligation. Oui. Et c'est Et donc, halal, juste pour. voilà. Et donc, typique, quoique pas tout à fait tous, hein, c'est comme la viande, hein, si tu veux. Tu vois, il y Ouais. a beaucoup de viande qui est tamponnée halal et en fait, tu vois, tu as Shir Taqi Ousmani, qui est un gros scholar de la finance islamique, qui est à la UIFI. Il a fait une déclaration fracassante il y a quelques années. Il a dit que 85% des soukouk qui étaient sur le marché étaient non conformes. Waouh. Tu vois, mais bon, si tu prends le marché du halal, c'est pareil hein, pour la viande. Hmm. Tu vois, donc après, le degré. Voilà. Mais toujours est-il que un opérateur Takaful, dans le cadre de la gestion de ses investissements, bah, lui, ce qu'il va acheter, c'est essentiellement des soukouk. Et là, on a un problème dans l'industrie de la finance islamique. C'est que moi, si par exemple demain j'ai un Takaful en France, je vais les acheter où mes soukouk? Tu vois, ça va être compliqué. Surtout que en Hmm. fait, le marché, il n'est pas suffisamment profond pour pouvoir répondre à toute la demande. Oui. Voilà. Hmm. Donc, il y a des problèmes à ce niveau-là. Mais bon, après, il faut de l'imagination, tu vois. Il faut de l'imagination. Tu peux aussi utiliser tes fonds d'autres manières, tu vois, de manière différente. Tu peux investir dans des projets locaux, Dans l'immobilier, ce genre de tu peux choses. faire de l'immobilier, tu peux faire du financement local, Hmm. tu peux faire de l'investissement direct en sélectionnant toi-même tes titres, tu vois. Parce Oui. qu'après, derrière, si tu as une mutuelle, les mutuelles, elles font appel à des sociétés de gestion. Et les mutuelles qui sont suffisamment importantes, elles ont leur propre société de gestion. Tu Oui. vois, donc c'est pour ça que pour moi, l'idée, c'est vraiment important de créer cette mutuelle. Parce qu'après, derrière, il y a tout l'écosystème qui pourra se mettre en place. Tu vois, société de gestion, financement, tu réponds à tous les besoins, tu peux avoir une politique vraiment si tu veux, sociétale importante. Tu vois, tu peux mettre en place de la RSE, tu peux faire Hmm. beaucoup de choses. Parce qu'il y a un volume suffisamment important, parce qu'il y a une puissance financière qui aujourd'hui nous fait défaut. D'accord. Donc, là, c'est votre premier produit qui s'appelle Sakina. Donc, Ouais, c'est une assurance qui s'intéresse au remboursement des frais funéraires. exactement. Alors, si tu veux, je peux en profiter pour te faire le lien parce que je n'ai pas Ouais, terminé sur l'histoire du parcours. Je t'avais dit que d'accord. Ok, ça vas-y, allait prendre 15 ans. Mais en même temps, je peux faire le lien avec Sakina parce que ça c'est tout marche. en parallèle, si tu préfères. Donc, je te disais, Strasbourg, je me suis rendu compte que le Takaful, justement, il n'y avait pas de. C'était pas assez travaillé, il n'y avait pas de recherche là-dessus, etc. Donc, je me suis dit, Mhm. ouais, ça serait trop bien. Puis, je t'ai dit, je suis un assoiffé de connaissances. Et moi, quand j'étais à Strasbourg, je dis, ouais, moi aussi, je veux faire un doctorat. Tu vois, moi aussi, je veux faire de la recherche. Mais cousin, Toujours plus. tu as juste une licence. La licence, Euh, master, là, il faut redescends faire un peu. docteur. Non, mais là, à ce moment-là, j'avais juste une licence. Ah, Tu vas t'avais où juste la là? licence, t'avais même pas le master. Ouais, ouais, ouais. Tu vas où? Vas-y, redescends un peu. Tu veux t'envoler, mais tu as une licence. Détends-toi. Bref, donc j'étais conscient du truc, tu vois. Je me suis dit, mince, j'ai pas de master, moi, tu vois, Calimero. Euh, Mais comme je t'ai dit, depuis que je suis rentré dans l'islam, je lâche rien. J'ai dit, ah, ok, il faut un master. Bah, ok, pas de problème, tu vois. Et donc, donc en 2014, j'ai créé, tu vois, Safi en micro-entrepreneur, tout seul, ok, Mhm. avec Safi, mon produit. c'est du marocain Safi ou c'est Non, c'est de l'arabe littéraire aussi? littéraire. Ouais. Ah, je me demandais parce qu'il y a Non, aussi Safi dans les pays maghrébins qui se disent. mais tu sais pourquoi ils disent ce que ça veut dire, Safi. Ah, ça veut dire Tu veux- c'est bon, ça va, ça suffit. Ouais, Ça mais fallait, dans ça quel dépend. sens? C'est quoi le sens premier en arabe? Tu le sais ou Euh, pas? Pur. Oui, exactement, net. J'ai fait une recherche juste avant le call. Voilà, pur, net. Tu vois, il y a par exemple Safa, tu vois, Safa. Ouais, Tu vois, le prénom Safa, d'ailleurs, voilà, j'aime beaucoup ce prénom Safa. ouais, Donc, ça veut dire pur, net. Tu vois, par exemple, les Marocains, ils disent Safi pour dire c'est bon, c'est fini, tu vois, c'est bon, c'est net.
Les D'accord. Algériens, Ah, les Algériens disent khlas. ikhlas. J'ai déjà Ikhlas. entendu, khlas. Ah, c'est de la Exactement. sincérité. Khlas, c'est ikhlas. Mais sincérité dans le sens de pur aussi, tu vois. C'est la Ah, niya pure, en fait, ikhlas. Donc, d'accord. tu comprends que, en fait, safi et ikhlas, c'est des synonymes. Donc, Ouais, tu comprends pourquoi, dans la même situation, les Algériens et les Marocains, ils disent la même chose d'une manière différente, ils utilisent deux synonymes pour le dire. super intéressant. Donc, SAFI, ça veut dire net, en fait. Mais c'est un acronyme qui veut dire solution d'accès à l'assurance à la finance islamique. Waouh. Parce qu'en fait, je C'est t'explique pourquoi. travailler, Parce que, travailler celle-là. tu sais pourquoi? Parce qu'au départ, en fait, je voulais le SA. Tu Ouais. vois, j'avais un copain arabisant. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu me trouves un nom en arabe bien qui commence. Il s'appelle d'ailleurs, il faut que je lui fasse sa dédicace, comme ça je le ferai écouter. Donc, il s'appelle Christophe Mustapha Comte, c'est un converti. Machallah, il m'a beaucoup, tu vois, au début, il m'a beaucoup aidé quand j'étais nouveau dans l'islam et tout. Lui, il avait pris de l'avance dans la voie, tu vois, et donc il m'a beaucoup aidé. Et donc, il m'a dit, bah, Safi, tu vois. Parce que moi, je voulais SA, parce que SA, en fait, c'est société d'assurance Ok, au début, tu vois, ou société anonyme, d'accord. tu vois. Voilà. Donc, après, on aurait pu faire Saifi Après, tu as aussi, cherché les. société. Hein, Ouais. pardon? Après, tu as cherché le F et le I, quoi en faire. Ouais, ou Saïf, tu vois, Société d'assurance islamique de France, mais après, c'est trop Après, ça pompé aurait sur la fait, naïf, tu vois. ouais, ça aurait fait aussi l'épée. Tu Ça aurait vois. été trop. Mais ouais, mais c'est l'épée, non, mais ça marche, tu vois. Tu vois, Ouais, tu peux faire ouais, la Saïf, tu vois. ouais, ouais. Tu vois, on pourrait très bien. Ben, peut-être que si on arrive à monter la mutuelle un jour, tu vois, c'est marrant, on a trouvé peut-être le nom, on pourra l'appeler la Saïf, tu vois. Société d'assurance islamique de France. Expliquer ça Euh, aux non-musulmans. Non, mais après, il faut redéfinir les mots, tu vois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont du mal avec les mots islamiques, etc. Mais il faut peut-être les redéfinir, tu vois, redonner du sens et leur expliquer c'est Hmm. quoi islamique, en fait, tu vois, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont connotés de manière très péjorative. Mais bon, moi, c'est pour Non, ça que j'emploie non, le je te terme parlais beaucoup surtout takafoul du aussi. côté épée. Ça fait un peu guerrier, un peu, tu vois. Oui, mais ça, bon, il y a que les arabophones qui le captent, en fait. Mais c'est vrai que ça fait un peu guerrier, j'avoue. Puis en plus, je crois que c'est une marque de fringues musulmane, Ouais, donc c'est vrai, ouais. Hmm. c'est déjà pris. Avec un Y, je crois. Euh, Et ça va, avec un I, euh, tu peux le prendre. ouais, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, c'est Safi. C'est pas Saïf, c'est Safi. Donc, je te disais, 2014, je lance ça en micro-entreprise. Et 2015, encore une fois, on me demande de faire une étude. Hmm. Euh, un de mes anciens profs de Strasbourg, il me demande de faire une étude. Et là, en fait, c'est un gros mektoub. C'est un très, très gros mektoub. Je vais la raconter vite fait. Euh, Si tu veux, je reçois un mail de ce prof. Il me dit bonjour Asdine, est-ce que tu pourrais me présenter un tel, je ne dis pas son nom. Euh, c'est un gros ponte du Takafoul, en fait, qui travaille pour une compagnie allemande qui est présente au Moyen-Orient dans le Takafoul, etc. Est-ce que tu peux me présenter un tel? J'aimerais le rencontrer pour lui présenter un projet. D'accord? Hmm. Il m'envoie ce mail. J'ai ce mail dans ma boîte de réception. Et tu me crois ou pas, hein, comme tu veux. Je reçois un mail quelques minutes ou quelques heures après, mais toujours est-il que ces deux mails, ils sont collés en boîte de réception, d'accord? Ils sont collés l'un Hmm. contre l'autre. Et c'est la personne, en fait, en question, que le premier me demandait de rencontrer, qui m'écrit et qui me dit Salam Asdine, j'espère que tu vas bien, blablabla, je serai bientôt à Paris, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Tu vois? Et Mektoub. j'ai les deux mails, ils sont collés comme ça, tu vois? Et donc, bon, moi, je pouvais pas, j'étais pas dispo ce jour-là, mais j'envoie quelqu'un à ma place et j'organise le meeting et ils se rencontrent, en Hmm. fait. Moi, je suis un connecteur un peu, tu vois. Je suis quelqu'un qui connecte les gens entre eux. Ouais, Je sers beaucoup de, tu vois, et tu sais que religion, ça vient du latin religare, et religare, ça veut dire relier, tu vois. Et d'accord. ben moi, ouais, et ben, tu sais quoi, ben, c'est exactement. J'avais un copain avant LinkedIn, hein, il m'appelait Link. Elle est pas mal, celle-là. Parce que, sérieux, hein, je te dis, il y a longtemps, hein, tu vois. En plus, Link, c'est dans Zelda. Mais il m'appelait Link, tu vois. Parce que toujours, tu sais, j'avais toujours ce truc. Moi, j'aime trop quand les gens ils se rassemblent, en fait. Tu vois, j'aime Ouais. trop le truc. Allez, venez, on fait une équipe, on fait un truc ensemble et tout. Allez, on Hmm. fait ça et tout, tu vois. J'aime trop ça. Et après, tu les J'aime trop regardes comme ça avec satisfaction. Ouais, ou non, mais même d'être dans le jeu avec eux, tu vois. Ouais. Voilà, j'aime trop ça, en fait. C'est un truc, tu vois, quand j'étais gamin, moi, c'était ça. J'allais voir. Ouais, tu veux jouer avec moi, tu vois. C'était que ça.
Bon, donc en fait, ils se rencontrent et de là, donc, naît ce projet de créer une compagnie Takaful en Algérie, impliquant un opérateur étranger et des banques et des sociétés d'assurance locales publiques et privées. Mais pour pouvoir, si tu veux, mener ce projet à terme, il leur faut une étude de faisabilité juridique, technique, financière, actuarielle, marketing, tout ce que tu veux, opérationnel, pour pouvoir faire valider le projet au niveau de leur conseil d'administration respectif. Oui. Et donc, ils décident de nous, si tu veux, de nous confier la réalisation de cette étude. Et donc là, Ils avaient personne en Algérie de compétent. Bah, sur le Takaful, je te dis, il n'y a pas grand monde. Hein. Okay. Il n'y avait pas grand monde, tu vois. Et puis, ils avaient vu ce qu'on avait fait avant. Et donc, bah là, il faut créer la société. Tu avais publié des trucs qui avaient construit ton image? Ouais, j'avais fait publier des trucs. J'avais fait l'étude de marché, là, dont je t'ai parlé, en 2013. Mais c'était sur le marché français, mais j'avais quand même fait l'étude de marché. Voilà, j'avais travaillé ces questions-là. Okay. Et donc là, il faut créer la société. Parce qu'en micro-entreprise, ça ne passe pas. Tu vois, à l'époque, il y avait des limitations du chiffre d'affaires et tout. Et donc, on crée la société en 2015. Donc, c'est Safi SAS. Et donc là, je l'ai créé avec un frère qui était à Strasbourg une année avant moi, en 2012, un avocat, un juriste, donc qui est basé à Lyon. Et on fait l'étude de marché, l'étude de faisabilité, donc tout 2015. Et en même temps, je te disais que j'avais ce projet de… Je vais arriver à Sakina Funérailles, je fais un gros détour, parce qu'on est en 2015. Tu vois, mais on va y arriver. Et donc, on fait l'étude. On fait appel à un actuaire également, un frère aussi qui est de Lyon. Machallah, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi brillant dans ma vie. Bac S à 16 ans, 20 en maths, 20 en physique, 20 en bio, 20 en sport. Voilà. Après, derrière, il fait l'ISFA. Après, derrière, il est actuaire qualifié. Aujourd'hui, il est président il est CEO d'une grosse compagnie d'assurance dans le Golfe. D'accord. Bon, on le prend comme consultant au départ, c'est-à-dire, tu sais, c'est l'Algérie, on est tous les trois d'origine algérienne. Je fais aussi appel à d'autres consultants parce que c'est un gros morceau cette étude. Mais si tu veux, voilà, on se répartit les tâches. Lui s'occupe de la partie financière. Et à la fin de l'étude, au moment de le payer, bah, finalement, plutôt que de le payer en numéraire, on le paye en actions et donc il devient également associé de Safi. Donc on est 3 associés. Un actuaire, un avocat et ton modeste serviteur avec qui tu discutes. Voilà, parce qu'encore une fois, c'était pas prévu. Moi, je suis un lilliputien, encore une fois, tu vois, je me retrouve avec des actuaires, des avocats, mais je te dis, moi, à la base, je distribuais des journaux métro, tu vois. Ouais, mais je veux dire, donner des actions au lieu d'un salaire. Non, c'était pas prévu. Mais si tu veux, c'est ça aussi qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que je sais pas, tu fais pas forcément les choses pour le salaire, tu vois. C'est pas le salaire qui t'intéresse. On s'en fout du salaire. Parce que si c'était le salaire qui nous intéressait, on serait resté salarié. Tu vois. Et moi, je t'avoue, je ne fais pas ça pour le salaire. Je peux travailler, ne rien gagner pendant 6 mois, ça ne me dérange pas. Tu vas me dire, ah, mais comment tu fais et tout, bah, je vais te dire, bah, je fais. Alhamdoulilah. Tu vois. Mais ce n'est pas ça le moteur. Et c'était exactement la même optique pour, tu vois, là, pour le coup, on l'a fait pour l'Algérie vraiment, parce que pour nous, ça nous tenait à cœur. Tu vois, qu'il y ait une compagnie Takaful qui voit le jour. On espère vraiment qu'elle va voir le jour parce qu'on pourra en assumer la paternité quelque part. Ouais. Et normalement, il y a un besoin parce qu'aujourd'hui, tu vois, la finance islamique, elle a commencé à se développer en Algérie. Il y a des banques publiques. On a beaucoup poussé, tu vois. On a même organisé en 2018 un symposium et on a donc consacré le symposium algérien de l'assurance et de la finance islamique. Donc, c'est aussi le SAFI, tu vois. Et on l'a organisé en 2018 avec le Haut Conseil islamique. Et il y a la Banque d'Algérie qui a participé. Et si tu veux, notre objectif, c'était de faire en sorte que le Haut Conseil islamique, qui est le charia board national algérien, puisse parler avec la Banque d'Algérie pour qu'il, tu vois, si tu veux, créer un peu les conditions pour que la Banque d'Algérie publie enfin une réglementation spécifique pour la finance islamique dans ce pays.
Et en fait, on a vraiment été super satisfaits parce que le premier jour, le jour d'ouverture du symposium, bah, la Banque d'Algérie était là. Et si tu veux, l'objectif était atteint. Et 2 mois plus tard, je ne dis pas que c'est uniquement par notre action, pas du tout, hein, parce qu'il y avait déjà des actions qui avaient été enclenchées, mais je pense que ça a été quand même décisif. 2 mois plus tard, il y a le règlement qui a été publié par la Banque d'Algérie. Et donc ça a été une grande satisfaction, c'est-à-dire que quelque part, on a un rôle important, si tu veux, dans le développement de la finance islamique en Algérie. Et par rapport à ça, donc il y a une problématique, c'est qu'aujourd'hui, les banques islamiques et les banques publiques qui proposent des produits financiers islamiques à leur clientèle n'ont pas de solution takafoul pour assurer les personnes. Donc tu comprends la nécessité pour ces institutions de disposer d'une société takafoul pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Et donc, c'est nous qui avons fait les plans, quelque part, tu vois, de l'usine. Si c'était une usine, ben, on a fait les plans pour la constitution de cette société. Donc, ce qui fait que ça aussi, si demain on devait créer une mutuelle d'assurance, on a déjà fait entre guillemets un premier travail. C'est-à-dire qu'on a déjà, moi les plans, je les ai déjà, je les ai faits, on les a conçus. Donc ça, c'est en 2015. Je te disais que j'avais ce projet également, ça a duré 1 an, hein, cette étude. Et j'avais également ce projet de faire un doctorat, mais pour faire un doctorat, il fallait faire un master. On revient au master. Donc j'ai fait un master en 2016. Waouh, super. Donc je me suis retrouvé. Ça rajeunit en plus, tu vois. J'ai fait un master en 2016. J'avais quel âge? J'avais 37 ans. Donc je me suis retrouvé avec des étudiants en formation initiale, tu vois. Mais c'était cool. Franchement, je n'ai pas trop senti de différence. Peut-être qu'eux, ils en ont senti, mais moi, non. Je n'avais pas l'impression d'être le vieux, si tu veux, de la promo. Il y avait aussi toujours 2-3, le barbu au milieu de la salle, ouais. C'est laquelle. En amphithéâtre, c'est pas grave. et donc, j'ai fait ce master finance, compta, gestion de patrimoine. C'était à Aix. Et là, pareil, hein, j'étais cash. Si tu veux, quand j'ai rencontré la responsable du master, je lui ai dit, en fait, elle me dit, pourquoi le master et tout? Je lui ai dit, parce que je veux faire une thèse. Et que j'ai besoin de faire un master pour faire une thèse. Ah oui, et tout, qu'est-ce que tu fais? Donc, je lui présente tout, tu vois, le parcours. Elle me dit, écoute, regarde, si tu me montres ce que tu as dans le bide, eh bien, moi, je te prendrai en thèse. Mais vas-y, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Et après, si tu m'en donnes pour mon argent, je te prendrai en thèse. Et donc, elle a tenu parole. Elle m'a présenté au responsable du centre de gestion d'Aix-Marseille, du centre de recherche en sciences de gestion d'Aix-Marseille. Donc voilà, il a vu le parcours, mon travail, mes articles, voilà, tout le travail que j'avais fourni jusqu'alors. Et il me dit, ok, mais à une condition, il faut que tu fasses un diplôme d'études supérieures universitaires de recherche en sciences de gestion, si tu veux une prépa au doctorat. Parce que comme tu n'as pas un master recherche, il faut que tu fasses ça. Donc ça, c'était en 2018. Et alors, avant d'aller en 2018, en même temps, tout en parallèle, si tu veux, donc en 2016, je termine l'étude pour l'Algérie, je fais mon master et en même temps, je suis contacté par des associations musulmanes, notamment le Conseil comorien de France et des pompes funèbres musulmanes, qui nous disent, écoutez, écoute, Asdine, on a un problème. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos familles, donc de nos frères, de nos sœurs, qu'on rapatrie avec de l'assurance conventionnelle. Ça nous pose un problème d'utiliser de l'assurance conventionnelle pour accompagner nos frères et nos sœurs dans la mort. Parce qu'en fait, ça veut dire que quelque part, tu vois, le défunt, sa dernière transaction dans Dunia, eh bien, elle touche du riba, quoi. Et en plus, ironie de la situation, pour tu vois, financer selon le rite islamique. Donc là, on se dit franchement, il y a un besoin. Tu vois, il y a un vrai besoin. L'assurance est obligatoire, je crois, non? Non, pas du tout. Elle est facultative. Mais si tu veux, il y a cette tradition. Tu veux, les amicales d'Algériens, les Algériens, quand ils sont arrivés en France, il y a différentes vagues, mais il y a ce réflexe, si tu veux, de souscrire une assurance. Ça ne touche pas que les Algériens. Les Marocains, les Sénégalais, les Maliens. Les Tunisiens, c'est différent parce qu'ils sont pris en charge par leur ministère des Affaires étrangères. Mais bon, pour un Tunisien qui a une inhumation en France, il n'a pas cette couverture-là. Mais bon, il y a quand même, tu vois,
ce réflexe de souscription de l'assurance, mais une assurance qui fonctionne, voilà, dans laquelle ça ne va pas, tu vois. Il y a des traces de riba dedans. Ouais. Et donc là, on se dit, mince, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une étude de marché pour tester le besoin. Effectivement, on voit que ça répond. On fait un plan d'affaires, un business plan. Et donc, on est en 2016. Et puis, à ce moment-là, nous, on est snipé par un réassureur. Quand je dis sniper, c'est chassé par un réassureur. Si tu veux, dans l'assurance, il y a ce qu'on appelle un réassureur. Le réassureur, c'est celui qui assure l'assureur. Okay. Et les réassureurs, s'ils sont dans une démarche proactive, c'est-à-dire pour générer un peu, tu vois, de l'activité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont identifier des courtiers qui sont actifs sur leur segment. Parce que le principe du courtier, c'est qu'il est spécialisé sur un domaine. Tu vois, moi, j'ai un copain courtier, il fait quoi, un copain? Oui, on peut dire un copain. Jacques, c'est un ancien. Et il était président du syndicat méditerranéen des courtiers. Il s'intéressait au tacafoul. Bon, bref, lui, s'est spécialisé, par exemple, il a fait un produit pour les pannes moteurs de bateaux. Tu vois, pour te dire comment c'est spécifique. Tu vois, les courtiers, en fait, ils ont cette capacité, parce qu'ils ont des demandes spécifiques qui proviennent de leurs clients, d'arriver à fabriquer des produits d'assurance quasi sur mesure, en fait. D'accord? Et donc, c'est des produits qui sont très différenciants aussi. Ils sont très différents de ce qui se fait ailleurs. Tu vois, si tu veux une assurance pour couvrir la panne de moteur de ton bateau, ils ne doivent pas être 36 à faire ça. Oui. D'accord? Donc, les assureurs et les réassureurs, ça les intéresse. Parce que l'assurance a un marché très concurrentiel, assez peu différencié. Et donc, s'il y a des produits différenciés ou qui répondent à ce qu'on peut appeler une forme d'assurance affinitaire, ça les intéresse parce que forcément, c'est un moyen de générer de l'activité. Donc, le réassureur vient nous voir, donc ils sont venus à Marseille. Voilà, est-ce que vous avez des besoins, etc. Donc, on a présenté le besoin qu'on avait pour le rapatriement ou l'inhumation locale. On a dit oui, il y a des pompes funèbres qui nous ont demandé, il y a des associations qui nous ont demandé, on a fait une étude de marché, on a fait des projections. Donc, ils y ont cru. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont mis en relation avec une mutuelle d'assurance qui pourrait être, si tu veux, intéressée pour porter le risque. Pourquoi je dis porter le risque? Ce n'est pas porter le risque, là, du coup, parce qu'en fait, le risque, il est porté par les participants au tacafoul, mais on va dire pour porter secours au fonds tacafoul au cas où il serait déficitaire. C'est-à-dire que si à un moment donné, imagine que le fonds tacafoul, il n'y a pas assez de cotisations pour payer tous les montants garantis suite à des décès, qui va payer? Ça sera la mutuelle, l'assureur. Ok, c'est pas les cotisants qui doivent. Là, non, parce que si la caisse elle est vide, on ne peut pas dire aux gens, écoutez, on vous couvre pas parce que la caisse est vide. Donc là, à ce moment-là, on va se retourner vers l'assureur et l'assureur, c'est lui qui va payer. Mais il va payer sous la forme. Ça, c'était la version originale, initiale, si tu veux. Il n'y avait même pas encore d'institution. D'accord. Là, aujourd'hui, on s'adosse, si tu veux, à une mutuelle qui a plusieurs millions de fonds propres, qui a un ratio de solvabilité élevé. Et donc, on n'a pas besoin de faire de rappel de cotisation au cas où le fonds serait déficitaire. Et puis aujourd'hui, on n'a même plus le droit de faire de l'assurance dans un cadre associatif. C'est devenu un marché très réglementé. Il y a des barrières à l'entrée aujourd'hui, tu vois. À tel point qu'il y a des barrières à l'entrée que nous, courtiers, c'est aussi pour comprendre cela que je te disais qu'il fallait qu'on arrive à trouver un assureur ou une mutuelle. C'est que nous, courtiers, on n'a pas le droit d'assurer les gens. On est trop petits. Il y a une réglementation, tu vois. Tu ne peux pas t'improviser. Tu peux pas t'improviser. Ce n'est pas parce que tu as une connaissance du marché aérien que tu peux t'improviser transporteur aérien. Tu vois? D'accord, nous, on a fait des études, tu vois, pour créer une société d'assurance, il faut au moins 10 millions d'euros. D'accord, mais c'est normal en même temps, parce que les gens, tu ne peux pas te permettre, le régulateur, si tu veux, il ne peut pas se permettre de dire oui, versez vos cotisations, et puis quand il y a sinistre, la société d'assurance, elle fait faillite et les gens, ils ne sont pas couverts, tu vois, ce n'est pas possible. Donc, c'est normal que T'inquiète, ce on soit a 2 000 réglementé. euros sur le compte, t'inquiète, on va gérer. Ouais, voilà. donc, si tu veux, ils nous mettent en relation avec cette mutuelle, on présente le projet, et ça les intéresse. On arrive à les convaincre. Après avoir essuyé si tu veux, de multiples refus au préalable. Hein. C'est-à-dire, on en a eu 3 avant avec qui ça n'a pas abouti.
Tu veux, on a discuté, on leur a présenté, etc., etc. Donc là aussi, ça demandait, si tu veux, beaucoup d'acharnement, beaucoup de ténacité, si tu veux, pour arriver à trouver, tu sais, surtout dans le contexte. Hein, tu parles de finance islamique, tu parles tu vois, de faire du takaful, de faire des solutions qui sont destinées à la communauté musulmane, etc., etc. Il y a un risque d'image pour eux, on ne va pas se mentir. Donc, il y a plein d'assureurs qui sont frileux et qui, du coup, ne veulent pas prendre ce risque-là. Et c'est quoi qui gagne comment tu les rémunères? Comment ils sont rémunérés, les En fait, assureurs? eux, ils sont rémunérés par des frais de wakala, c'est-à-dire des frais de gestion. Si tu veux, D'accord. je vais expliquer après si tu veux, j'expliquerai le Ouais. modèle, comment il fonctionne. OK. Mais c'est transparent, c'est écrit dans le contrat. Si tu veux, c'est un des rares contrats peut-être d'assurance en France où dans le Mhm. contrat, sur la première page, en gros, c'est écrit noir sur blanc combien gagne l'assureur. OK. Je peux te le dire déjà, de toute façon, il gagne 20% des cotisations. Mais 20% D'accord. des cotisations, c'est pour assurer la gestion. Tu vois? OK. Mais c'est tout. Il n'a pas le droit à un bénéfice qui serait réalisé sur l'opération d'assurance. Tu vois, le bénéfice réalisé D'accord. sur l'opération d'assurance, il doit revenir à Beit C'est des El-Mel. frais fixes. Non, pardon, Beit c'est des El-Mel, frais variables, en fait. Je dis n'importe quoi. il y a du fixe et du variable en vrai. Mais c'est pour ça que Mhm. normalement, dans un fonds Takaful, si tu veux, le fait d'avoir des frais fixes comme ça par rapport au montant des cotisations, ça incite l'assureur à augmenter la taille du pool, en fait. C'est-à-dire, plus il y a de cotisations et plus il gagne. Et ça, c'est Oui. bon pour la mutualisation, parce que pour que, si tu veux, le fonds il soit bien mutualisé, il faut qu'il soit le plus important possible. Donc ça, c'est un point très D'accord. positif dans l'assurance Takaful. OK. Euh, mais si tu veux, on reviendra un peu plus en détail. J'imagine que si le... Ouais, on pourrait revenir. Allez, on en reviendra tout à l'heure. Vas-y, Moi, envoie la question, parce qu'après, tu risques alors, de l'oublier. j'allais te dire, j'imagine plus les fonds sont gros et plus tu pourras négocier avec eux le pourcentage Exactement. de C'est-à-dire frais. que nous, après, ce qu'on va demander, c'est de les faire baisser. Ouais, parce que 20, ça reste quand même beaucoup, je pense. Pas tant, non. Non, non, Enfin, franchement, non. Si tu veux, même dans l'industrie du Takaful, il y a certaines législations où ils encadrent, ils mettent un cap, si tu veux, sur les frais ouais, que peuvent prendre un opérateur sur un contrat de Wakala, par exemple. ouais. Euh, Pas te dire de bêtises, mais je crois qu'au Maroc, c'est entre 30 et 40%. Waouh! Donc, non, non, c'est pas beaucoup. Mais c'est énorme, 30 ans. Presque la moitié. Mais si tu veux, il y a une gestion. Hein. Moi, je te parle de cotisations qui coûtent 30 euros ou 50 euros ou 60 euros par an, tu vois. Donc, 20% sur 60 euros, ça fait combien? Ça fait 12 euros, tu Oui, vois? exactement. OK? Donc, 12 euros gère, quand je te parle rien que des courriers, rien qu'un courrier, il te coûte 1 euro. Oui, Et je ne te parle pas voilà, de l'intégration IT, des frais IT que tu peux avoir, des gens qui répondent au téléphone, etc., etc. Donc, pour moi, ils sont justifiés, si tu veux, ces frais. Euh, euh, ça permet à l'opérateur de pouvoir fonctionner et justement de pouvoir gérer le fonds. d'accord. Euh, alors, j'en étais. Donc, on rencontre la mutuelle. Et la mutuelle nous dit OK, on est partant. Donc OK. là, on est en 2016-2017. On commence à faire le contrat. Donc, c'est bien d'avoir des compétences juridiques en interne et de connaître le takaful. Si tu veux, moi, je suis aussi conseiller et auditeur charia auprès de l'IOIFI. L'IOIFI, c'est une instance de normalisation internationale Machallah. en finance islamique qui édicte des normes. La Et number donc, one. ouais, c'est celle. Il n'y a pas qu'elle, hein, mais sur les standards charia, effectivement, mais il y en a d'autres. Mais il y a l'IFSB, par exemple, au niveau prudentiel. Il y a l'IILM sur les marchés financiers, mais effectivement, pour les normes de conformité par rapport au takaful, c'est l'IFSB ou l'IOIFI. Bref, donc moi, j'ai quelques connaissances là-dessus, sur comment on structure un produit takaful. Il y a un de mes associés donc, qui est avocat qui lui a des connaissances aussi en finance islamique et particulièrement en droit français. Donc, on fait le contrat, mais ça nous prend du temps. La On va dire régulation, que ça prend du ça temps. nous prend au moins 1 an, on va dire, à Mm. faire le design du contrat. Puis en plus, avec la mutuelle, tu vois, il faut qu'on arrive tu vois, on l'écrit à deux mains, tu vois, le contrat. On le fait entre la mutuelle et nous, tu vois, entre Safi et Mitac. OK. Euh, donc ça prend 1 an. On est en 2018. Ensuite, bon, la tarification, bien sûr, et puis après, la certification. Et on fait le choix de le faire certifier en Malaisie.
le fonds Takaful, le produit Sakina Funérailles. Donc là aussi, ça veut dire on retraduit tout en anglais, le contrat d'adhésion, le contrat collectif, les supports de communication, etc. Et donc là, il y a des échanges qui durent pendant 1 an avec le Sharia Board. Donc on le fait certifier par l'ISRA. L'ISRA, c'est vraiment un nom qui est reconnu au niveau de l'industrie mondiale. Ça a été fondé à la base par la Banque centrale de Malaisie. D'accord. Donc, c'est vraiment un nom respecté dans l'industrie. Tu vois, on a dit, attends, le Takaful aujourd'hui, où est-ce qu'il est vraiment bien développé, bien ancré? C'est en Malaisie. On va le faire certifier en Malaisie. Donc, ça prend 1 an et il nous aide bien. Ça nous permet, si tu veux, de peaufiner. Bon, notre montage, il était bon. Tu vois, le montage qu'on avait fait au départ, il était bon. Donc, le montage est simple. C'est une association qui s'appelle Beit El Mel et qui souscrit un contrat collectif, c'est-à-dire pour l'ensemble de ses adhérents, auprès d'une mutuelle qui s'appelle Mutac. Et ce contrat, pour qu'il soit Takaful, eh bien, il impose à Mutac de séparer les cotisations des adhérents de Beit El Mel, donc à Sakina, sur un compte à part, donc un compte cantonné, et lui interdit de placer ces fonds-là sur des produits qui génèrent de l'intérêt. Donc là, déjà, on a résolu la question du riba. OK. Ensuite, il y a une deuxième question, c'est celle de la redistribution des excédents. Je te disais que dans le Takaful, l'assureur ne peut pas s'accaparer le bénéfice de l'assurance. D'accord? Puisque c'est une activité d'entraide, c'est une activité de solidarité. On ne fait pas du business avec la solidarité et l'entraide, donc tu ne peux pas t'accaparer le bénéfice. Le bénéfice, s'il y a, il doit revenir aux adhérents. Par conséquent, le contrat collectif prévoit que s'il y a des excédents d'assurance, ils soient reversés au fonds d'action sociale de Beit El Mel, de l'association. D'accord? Donc, il y a redistribution également des excédents. Donc, ça, c'est assez intelligent. Et en fait, ce fonds d'action sociale, à quoi il sert? Il sert à couvrir les personnes qui ne sont pas couvertes par la mutuelle. Parce que le contrat, il ne couvre pas les personnes de moins de 12 ans. C'est interdit par la loi. On n'a pas le droit d'assurer un mineur de moins de 12. Donc, dans ce cas-là, l'adhérent il peut se retourner vers le fonds d'action sociale de Beit El Mel et demander une aide pour ça. Il y a un fonds qui existe pour ça. Et ça permet également de couvrir les personnes de plus de 85 ans. Alors, toujours dans les limites, bien évidemment, des disponibilités de Beit El Mel. Ce n'est pas un assureur, Beit El Mel, c'est une association, donc ce n'est pas contractuel. Mais si tu veux, nous, on a prévu des mécanismes qui permettent de provisionner pour pouvoir prendre en charge des décès. Et ça, c'est plutôt génial parce que ça veut dire que quelque part, on a mis, si tu veux, une structure associative qui va aller boucher les trous dans la raquette. Donc, il y a 2 trous dans la raquette, moins de 12 et plus de 85. Eh bien, on a mis Beit El Mel pour ça. Voilà, donc ça, c'est le fonctionnement. Et donc, ce modèle, on l'avait déjà, si tu veux, c'est ça l'avantage. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle Wakala, un modèle juste sur frais de gestion. C'est-à-dire que l'opérateur n'est pas intéressé, c'est-à-dire il n'a pas une activité de placement, si tu veux, d'investir les fonds et de faire un partage des profits entre le fonds Takaful et lui. Ça, ce sera un modèle Mudaraba, tu vois. Ça existe sur le Takaful vie, c'est-à-dire épargne, Takaful famille, où on va parler à ce moment-là de modèle mixte Wakala Mudaraba, c'est-à-dire mandat de gestion et commission de performance. Nous, ce n'est pas le cas, puisque les fonds ne sont pas investis du tout. Et dans toute cette architecture, donc, tu as Safi, qui est notre société donc de courtage, et nous, on est chargé de la distribution de Sakina. On distribue Sakina, en fait, on se charge de la distribution, c'est-à-dire de faire en sorte que l'adhésion elle soit acheminée jusqu'à chez Mutac. Et pour ça, on a innové, on a mis en place alors souvent, je fais un jeu de mots, on a mis un Takaful digital, et on peut même mettre le slogan, ce serait Take a Full Digital, parce que l'adhérent, il peut faire son devis en ligne, et il souscrit, tu vois, il fait sa signature électronique, il signe son bulletin d'adhésion, son autorisation de prélèvement, il paye par CV. Tout ça s'est transmis de chez nous vers chez Mutac. Mutac édite le certificat d'adhésion, la carte d'adhérent mutualiste, donc c'est la mutualité française, hein, donc ça fait plaisir. Et voilà, et ça roule. Et nous, pour ça, on est rémunérés
par des frais de distribution qui sont aussi de 20%. Donc D'accord. 20% pour Safi, 20% pour Mitac, 60% pour le fonds, et le fonds perçoit les excédents techniques. D'accord? Pour te donner un ordre d'idée, je te disais une cotisation à 50 euros, ça veut dire moi je gagne 10 euros. OK? Enfin, Ouais. moi, la société gagne 10 euros. Rien que les 2 signatures électroniques sur la plateforme, ça coûte 3 euros. D'accord? Donc 3 euros, tu prends les frais de location de plateforme, etc., plus tout ce qu'on a investi, la communication, blablabla. Mhm. On commence à gagner de l'argent à partir de 2-3 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une optique de long terme. On n'est pas, si tu veux, comme il y a eu des personnes, ils sont rentrés sur la finance islamique, ils ont cru que c'était l'Eldorado et que ça y est, c'est de la finance islamique, on la vend, on fait payer très cher et on s'en fout si ce n'est pas durable. L'essentiel, c'est de se goinfrer. Ce n'est pas du tout notre approche. Tu vois, nous, on est, j'ai envie de te dire, on est sur une approche durable, long terme. On essaye de construire quelque chose. Et donc, le gain financier, il faut juste qu'il nous permette de développer notre entreprise. Si tu veux, Oui. de pouvoir financer notre croissance pour pouvoir ensuite, si tu veux, la finalité, c'est la mutuelle, je t'en ai parlé. L'idée, c'est qu'avec Sakina Funérailles, c'est une forme de produit d'appel. Parce que la cotisation, elle n'est pas chère. 30 euros, 40 euros, 60 euros. Et donc, on va pouvoir faire du volume. Ça répond à un vrai besoin. Et si tu veux, en faisant du volume, le problème qu'on avait avec les assureurs pour aller les convaincre, ben, si tu viens et que tu dis, ben, écoute, j'ai 25 000 adhérents, j'ai déjà Mhm. 25 000 adhérents, d'accord? J'ai une communauté constituée de 25 000 adhérents, j'ai 3 bureaux, j'ai un bureau à Marseille, j'ai un bureau à Lyon, j'ai un bureau à Paris. Ça, on Mhm. ne l'a pas encore fait. On va faire une ouverture de capital bientôt, Inch'Allah, pour financer tout ça. On va Ok. commencer par Marseille, on va ouvrir un bureau, et puis après, tu vois, pas des trucs de fou, tu vois. On ne veut pas avoir des agences qui coûtent très cher, mais on veut juste avoir un bureau où les gens qui ne sont pas trop à l'aise avec la plateforme en ligne peuvent venir, tu vois, parce Oui. qu'on va mettre en place un plan de com aussi en radio, tu Mhm. vois, notamment tu sais, Radio France Maghreb. Ils émettent Mhm. dans une vingtaine de villes, tu vois, en France. Et donc, pour créer du flux, si tu veux, à la fois sur la plateforme ou sur le téléphone, ou pour les gens qui ne veulent pas téléphoner ou ne veulent pas aller sur Internet, ben, pour qu'ils puissent venir physiquement. Donc, une fois que tu as un assureur en face de toi et que tu lui dis, j'ai 15 000, 25 000, 30 000 adhérents, j'ai 3 bureaux, mais Mhm. j'ai des besoins, c'est-à-dire, parce que, en fait, si tu veux, pour pouvoir relever le défi du Takaful en France et ses opportunités, il faut arriver à passer de l'assurance facultative, tu as posé la question tout à l'heure, à l'assurance obligatoire. Mhm. Parce qu'il y a plein d'assurances obligatoires en France. Et si tu arrives à sortir un produit d'assurance Takaful qui répond à l'assurance obligatoire au même prix que l'assurance conventionnelle, ben, ça peut que marcher. Parce que pour l'instant, là, l'assurance pour les frais funéraires, les prix sont similaires aux assurances classiques, On est moins cher peut-être moins cher. parce qu'on ne prend pas beaucoup. Tu vois, tu Mhm. vois, tu as l'impression que quand je t'ai annoncé les taux, là, les frais de gestion et tout, tu as l'impression que c'était beaucoup. Mhm. Mais en vérité, quand tu vois ce qui peut être pratiqué sur certains marchés, en fait, à quoi tu reconnais un bon produit d'un mauvais produit? C'est simple, un produit financier. Si tu veux savoir si le produit financier il est bon ou il n'est pas bon, il faut se poser la question de combien est-ce que celui qui te le vend, il est payé. S'il gagne beaucoup, ça veut dire que le produit il est dur à vendre. Si le produit est dur à vendre, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Tu vois, ça veut dire que la personne n'en a pas vraiment besoin. Mhm. A contrario, si le distributeur il perçoit peu de commissions, c'est qu'en fait, le produit il répond à un vrai besoin et donc, quelque part, il se vend tout seul. Ils se voient comme des petits pains. Ouais, c'est ça. Et donc, très souvent, quand tu prends des produits un peu sophistiqués dans la sphère de la gestion de patrimoine ou autre, bah, c'est Mhm. des produits qui sont très chers avec des rémunérations de commission très importantes parce qu'ils sont difficiles à vendre et qu'ils ne sont pas bons. Et donc, si tu veux, souvent, les produits d'assurance, il y a un système qu'on appelle un système de commission de précompte. Tu
Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai commencé avec Swiss Life, ils te donnaient sur le contrat, ils te donnaient une commission, mais si dans les 3 ans, le client est résilié le contrat, il te faisait une reprise sur commission. Il te reprenait. Ça veut dire qu'en fait, la commission qu'il te donnait, elle était précomptée, entre guillemets. Tu as vu ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, moi, je ne gagne pas d'argent au bout de 2 ou 3 ans. Oui. Ben, en fait, c'est comme si, quelque part, l'assureur, il te dit, bon, je sais que on ne gagne pas d'argent pendant 2 ou 3 ans, je vais t'en donner d'avance parce que tu en as besoin pour te développer, etc., etc. Mais si le client, il s'en va avant, je reprends l'argent. Nous, on n'a pas voulu faire ça, tu vois. Voilà. Nous, on ne veut pas faire ça. Tu vois. Et donc, moi, Swiss Life, typiquement, c'est ce qui s'est passé. Tu veux, moi, je suis parti plein d'entrain, ouais, la finance islamique et tout, Et en fait, je me suis rendu compte que le produit n'était pas bon, qu'il était chargé et qu'il n'était pas bon, que toute la performance a été bouffée par des frais, en fait. Ouais. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai appelé tous mes clients, je leur ai dit, allez, on liquide. Ça va, tu vois, ils n'ont pas fait de perte. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas perdu. Mais je les ai appelés tous. Je leur ai dit, c'est bon, on arrête. Et ce qui s'est passé après, parce que moi, je produisais quand même, tu vois. Après, Swiss Life, je ne te dis pas que Swiss Life, ils ont arrêté la commercialisation parce que moi, je l'ai arrêté. Hein. Je ne te dis pas ça. Hein. Okay. S'ils l'ont arrêté, c'est parce que de toute façon, ça n'a pas bien marché. Mais pourquoi? Parce que le produit n'était pas bon. Il ne répondait pas à un besoin ou il était trop cher. D'accord? Donc, moi aussi, j'ai appris de ça. Et si tu veux, moi, ça, je le savais depuis ma première étude de marché. Parce que le truc qui est ressorti de l'étude de marché, c'est qu'en fait, la clientèle musulmane, elle est intelligente. Et on le savait, moi, je le savais. Il y avait des gens, ils croyaient que parce que c'est islamique, tu peux vendre plus cher. Ah non, non, mais c'est islamique, donc vas-y, vends plus cher parce que de toute façon, quand il va avoir à faire le choix entre les deux, forcément, puisque c'est islamique, il va prendre islamique et il acceptera de payer plus cher. Ben non, ça, c'est pas, pour moi, ce n'est pas la bonne approche. Déjà, toi, si tu es un commerçant islamique, tu dois faire une marge plus petite. Parce que on a même un hadith de Rasoul sallam, il te dit le musulman, quand il est dans les affaires, c'est celui qui, quand il vend, il est généreux, quand il achète, il est généreux, et quand il réclame sa dette, il est généreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je vends, je suis généreux, ça veut dire toi, tu viens, tu me dis, c'est quoi ton prix? À Alger, ils vendent comme ça dans les magasins. Tu vois, dans les magasins de fringues, à Alger, ils vendent comme ça. Tu dis, c'est quoi le prix? Il te dit le prix normal. Hein. Il ne te dit pas le prix pour te braquer. Tu vois, il te dit le prix normal. Et puis, il te dit, bon, je te fais, toi, le prix c'est 100, toi, je te fais 80. Il est généreux dans son prix. C'est-à-dire, il baisse d'emblée, tu vois. Ouais. C'est lui qui, c'est pas toi, tu vois, qui. Et à contrario, le musulman, quand il achète, il est généreux. Donc, ça veut dire, je te dis, c'est quoi ton prix? Tu me dis, c'est 80. Tiens, je donne 90. Tu vois, c'est l'inverse, en fait, de comment les gens y font. Quand ils achètent, ils sont radins, tu vois, ils essayent de tirer vers le bas au maximum. Du coup, le commerçant, tu le prends à la gorge. Et quand ils sont vendeurs, ils te bastonnent aussi, tu vois. Alors que dans la philosophie islamique, c'est l'inverse. Et quand il réclame sa dette, il est généreux. Ça veut dire vraiment s'il est généreux et qu'il a les moyens, qu'il n'en a pas besoin pour lui-même parce que peut-être qu'il a une autre dette à solder, bien sûr. Hein, on n'est pas. Eh bien, il lui efface sa dette. Il lui dit, tu me dois 100, tiens, garde-les, c'est cadeau. Ça, c'est le bon comportement. Ça, c'est l'éthique musulmane des affaires, en fait. Tu vois, très simplement. Dans l'achat, dans la vente et dans le prêt. Donc, ça veut dire que très vite, on a compris qu'il fallait être compétitif en termes de tarifs. Et c'est ce qui ressortait, si tu veux, dans les études de marché qu'on a faites. C'est que les 2 premiers critères de choix, c'était la conformité, bien évidemment, à la charia, et 2, le prix. Donc, le prix, très, 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 très important. Donc, nous, on a fait un produit, si tu veux, où le prix, on y a veillé particulièrement, tu vois, oui. Et où on n'est pas gourmand sur les commissions que l'on reçoit. Elles sont légitimes, tu vois. C'est pour, et je te dis, avant qu'il y ait retour sur investissement, il va se passer des années, tu vois. Mais ce n'est pas grave. Ouais. Ça fait partie de, tu vois, et on ne veut pas le profit à court terme. On s'en fout du profit à court terme. Nous, ce qu'on veut, c'est la création de valeur à long terme. Oui. La durabilité, si tu veux. Voilà. Tu m'as dit au début, c'était des pompes funèbres. Je crois qu'ils vous avaient contacté. Ouais. Du coup, maintenant, vous avez c'est aussi des distributeurs de votre assurance. En fait, on a un réseau aujourd'hui de pompes funèbres. On en a plus de 20. Oui. On a constitué un réseau, si tu veux. Ce n'est pas des distributeurs, c'est vraiment des partenaires parce qu'on conserve la distribution nous-mêmes parce qu'il y a une réglementation qui fait que ça se fait de toute façon sur notre plateforme. Hein, on a le site internet, ça se fait sur la plateforme.
Donc, ça se fait comme ça. Donc, je termine juste ce que j'étais en train de dire, je ne perds pas le fil. Donc, je te disais que si on va voir l'assureur et qu'on lui dit bah, on a 25 000 adhérents, 3 bureaux, etc., bah, après, on va pouvoir faire d'autres solutions. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, Sakina funérailles, bah, peut-être qu'on pourra faire Sakina habitation, Sakina santé. Mais là, toujours pareil, en fonction des besoins, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a des besoins pour les associations musulmanes, tu vois, les associations, tu vois, les écoles, les mosquées, tu vois, donc Sakina Association, par exemple, tu vois. Oui. Surtout les assurances qui sont obligatoires, en fait, j'imagine. Exactement, exactement. Et donc, nous, c'est ça qu'on veut faire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes, en fait, qui adhèrent à Sakina Funérailles, y compris des jeunes ou y compris des gens qui n'ont pas besoin, entre guillemets, parce que ça va nous permettre d'atteindre ce volume, tu vois. Et en plus de ça, d'un point de vue FitDin, la cotisation qu'ils versent, c'est la hasana pour eux. Parce qu'en fait, la cotisation qu'ils vont verser, alors certes, il y a 20% qui vont aller à Safis, 20% qui vont aller à Mutak, mais il y a 60% qui vont aller à qui? Ça va aller au fond Takaful Beit El Mel. Ces 60%, ils vont être utilisés pour quoi faire? Pour payer une janaza d'un frère ou d'une sœur. Ouais. Tu vois? Et normalement, janaza, c'est fard kifaya, c'est-à-dire c'est une obligation collective. Oui. Tu vois? Normalement, on ne Ouais. devrait même pas avoir avoir ces besoins de financement, etc., devoir à payer pour des inhumations et tout. Parce que ça, c'est une obligation qui est sur nos épaules, en fait. C'est la communauté musulmane qui doit, Tout le monde est c'est responsable. une responsabilité de ça, tu vois. On doit enterrer nos morts. On doit s'en occuper, on doit les rapatrier, on doit les enterrer, on doit faire la janaza sur eux, on doit les laver, etc., etc. Donc, en fait, même celui qui a 25 ans, que sa cotisation elle coûte 9 euros par an, eh ben, et en disant ouais, mais moi, je n'ai pas besoin, je ne suis pas concerné. Si, tu es concerné. Parce qu'en fait, l'argent que tu vas verser, que tu vas donner, au fond, il va servir à quelqu'un. Et donc, tu vas le retrouver fil akhira. Trop bien. Et là, tu es vraiment dans le tabarou, c'est-à-dire de manière désintéressée, tu vois. C'est pas t'attends le truc, ah ouais, vas-y, j'ai payé 9 euros, comme ça, si je meurs, j'ai 3500 euros. Tu vois? C'est non, j'ai Ouais. payé 9 euros, bon, s'il m'arrive quelque chose, hamdoullah, j'appartiens à l'association Beit El Mel, je suis adhérent de Beit El Mel, et donc Beit El Mel s'occupera de moi. Ok. Mais si je reste en vie, hamdoullah, ce que j'ai versé, ça va servir à quelqu'un. Et en plus, ça va permettre à une boîte comme Safi de se développer, de prospérer. Tu vois, Safi, je t'ai dit, c'est solution d'accès à l'assurance et à la finance islamique. Oui. Donc, nous, on est là pour apporter des solutions. Donc, quelque part, avoir une boîte qui, dans le climat actuel, etc., apporte des solutions, bah, c'est bien, tu vois. Parce qu'on est parti vraiment d'une problématique. C'est pas moi, je me suis levé un matin et j'ai dit, tiens, je vais faire de l'assurance obsèque. C'est cool. Oui. Tu vois, c'est parce qu'on nous l'a demandé. On nous a J'ai dit, l'impression que Asdine, on va. l'assurance, c'était un problème qu'on a tous admis et que personne n'a vraiment essayé Ah de prendre ouais. et de résoudre. Mais parce que c'est un problème qui est compliqué, franchement, je t'assure, c'est une prise de tête. Tu Hmm. vois. Mais la finance islamique, en général, c'est une prise de tête. C'est de te dire, attends, comment est-ce que dans un système financier dans lequel on est aujourd'hui, qui est basé sur la pratique de l'intérêt, comment est-ce que j'arrive à conceptualiser, à mettre en œuvre un système alternatif? T'imagines la prise de tête? T'imagines l'effort? C'est Ouais. djihad, hein. En Europe ou aux États-Unis, il y a des solutions pour ça, tu sais, Des solutions pour quoi? pour assurance, takaful, assurance d'obsèques. Euh, Je sais qu'il y a une caisse en Espagne. Ok. En Espagne, ils ont fait quelque chose, le Centre d'économie islamique d'Espagne, ils ont fait une coopérative. Mhm. En Grande-Bretagne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'institution Takaful, en tout cas en Europe continentale, de véritable institution Takaful, il n'y en a pas. Ok. Il faut être résident français pour accéder à cette assurance? Oui, ouais, D'accord. ouais, ouais. Ok. Après, si tu veux faire un don à l'association Beit El Mel, tu peux par contre. Pourquoi pas? Non, mais c'est pareil, si tu veux. C'est pareil, parce que l'association Beit El Mel a son fonds d'action sociale, Mhm. et donc ce sera quand même utilisé dans la même finalité, tu vois. D'accord. Ça sera pour financer des janazas, justement pour des personnes qui ne seront pas couvertes par le contrat. D'accord. Ouais, je voulais te dire aussi, il me semble que j'ai pas trop de connaissances par rapport aux assurances, mais que
Une des raisons pour lesquelles l'assurance est haram, c'est qu'on ne peut pas parier sur quelque chose, on ne sait pas s'il va se passer. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu, m'expliquer C'est le caractère aléatoire de l'assurance. Voilà. C'est qu'en fait, le contrat d'assurance, si tu veux, il est quand même basé sur un aléa. Mhm. C'est-à-dire, ben, je paye la cotisation. Si le risque se réalise, je perçois une indemnité. Mhm. Si le risque ne se réalise pas, ben, je perds ma cotisation. Presque, c'est comme un pari, tu vois. Oui. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le contrat d'assurance de type moderne, il a été inventé en Europe. Ok. Et donc, quand on l'a présenté aux oulémas, tu fais toujours la même chose. Quand on te présente un contrat qui n'existe pas dans ton référentiel juridique, tu fais une qualification juridique. D'accord? C'est-à-dire, le contrat, il n'est pas prévu dans ton propre droit. D'accord? Il n'existe pas. Donc, je te présente un contrat, tu vas juste le qualifier, essayer de le ramener à quelque chose qui existe dans ton référentiel juridique. Mhm. OK? Donc, les oulémas, les premiers, quand on leur a présenté ce contrat, ils ont dit: ah non, mais ça s'assimile à du jeu. C'est du meissir. Ok. Donc, c'est haram. OK? Ça, c'est le premier avis qui est sorti. Avis qui est resté majoritaire et qui est toujours majoritaire. Mhm. Avis rendu par le conseil de l'Académie de fiqh, donc le conseil charia de l'OCI, de l'Organisation de la conférence islamique, okay, qui est l'équivalent, la deuxième institution internationale après l'ONU, puisqu'elle a 57 États membres, il me semble, D'accord. après l'ONU. D'accord? Donc ça, c'est le premier avis. Au sein de ce conseil, il y a un professeur qui s'appelle Mohamed Zarqa, rahimullah, qui est un grand professeur, un grand connaisseur du fiqh. Lui, il dit non, il dit pour moi, c'est pas du meissir, c'est pas du jeu. Ça ressemble, mais c'est pas du jeu. Pourquoi? Parce que l'assuré, quand il vient pas dans l'intention de faire un pari. Il cherche pas l'enrichissement. D'ailleurs, il y a un principe en assurance, c'est qu'il n'y a pas d'enrichissement en assurance. Il cherche une indemnité. Donc, il cherche à se protéger. Donc, il vient pas pour jouer. Il vient pas de dire tiens, je mise et peut-être je gagne en retour. Tu vois? Mhm. Et il dit en plus, l'assureur, c'est pas un casino non plus parce que c'est un gestionnaire de risque et que quelque part, la cotisation qu'il perçoit, s'il ne la donne pas à cet assuré en individuel, il va la donner à d'autres. Mhm. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème du point de vue de la charia. Je ne trouve pas dans la charia des éléments qui permettent de l'interdire. Parce que tu sais que dans les affaires, tout est interdit, tout est autorisé, pardon, sauf ce qui est Sauf ce qui est interdit. haram. Ouais. Okay, donc là, en l'occurrence, je ne trouve pas. Donc, pour moi, c'est autorisé. Par contre, il faut aménager la gestion des primes, des cotisations, de manière à éviter l'usure. D'accord. OK? Donc déjà, par rapport à ce que je te disais, l'assurance conventionnelle, il y a deux volets. Là, tout à l'heure, moi, je t'ai parlé du riba, et là, tu me parles du caractère aléatoire. Mais c'est bien qu'on aborde cette question. Donc, il y a une divergence, si tu veux, au sujet de l'assurance commerciale. Ok. OK? C'est l'avis qui est rendu par l'Académie de fiqh. En revanche, il y a un consensus entre tous les oulémas, en tout cas de l'Académie de fiqh, puisque de toute façon, le professeur Zarqa, pour lui, la commerciale, elle est licite. Mhm. Forcément, la mutuelle, elle est licite. Mais Ouais. pour ceux qui considéraient la commerciale comme illicite, ils considèrent que la mutuelle, comme c'est à but d'entraide et à but non lucratif, on n'applique pas les règles du messire et du gharar dans ce cas-là. Ce pas des Mhm. contrats commerciaux, c'est des contrats de bienfaisance. Et dans ces contrats-là, il n'y a pas de risque qu'une partie abuse de l'autre, puisqu'on est Ok. dans un tabarou, on est dans un contrat d'entraide de bienfaisance. La partie qui vient, qui donne sa cotisation, elle le fait de bon cœur. Donc, on ne rentre pas dans cette qualification du meissir. Et Ok. donc, il y a consensus autour de l'assurance mutuelle. Bon, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a pris la voie du consensus, puisque c'est une mutuelle. Tu vois, si on avait fait un tacafoul avec une société commerciale, on aurait pu dire, ouais, il y a une divergence et il y a des gens qui considèrent que l'assurance commerciale est illicite et donc votre tacafoul, il n'est pas propre. Quoi, il n'est pas Hmm. propre. Il n'est pas, tu vois. Là, nous, c'est une mutuelle, c'est code de la mutualité, c'est vraiment, on est dedans, tu vois. Et en plus de ça, on a fait en sorte d'aménager les primes pour éviter l'usure. Donc, on a rempli, D'accord. si tu veux, ces deux conditions. Voilà. Mais en même temps, il y a même encore un autre avis qui te dit que ce n'est pas tabaro, c'est musahama, c'est-à-dire c'est une cotisation. C'est juste une cotisation.
Tu payes, parce que c'est vrai que c'est difficile de dire, attends, je paye une cotisation, c'est un don et j'attends rien en retour. Mais dans le cas d'un Takaful, tu attends quand même le retour que le fonds il te vienne en aide. D'accord? Donc, en fait, si tu veux, le jugement du fiqh, il est toujours quelque part fonction de la qualification juridique que tu fais de la chose sur laquelle tu juges. Oui. Tu vois? Par exemple, là, aujourd'hui, ça parle sur les cryptos, etc., etc. Mais d'abord, il faut déjà se poser la question, c'est quoi une crypto? Selon la charia ou selon le droit, peu importe. Et donc, si tu considères la crypto comme une monnaie ou si tu la considères comme un actif, ce qui n'est pas pareil, eh ben, tu auras des jugements différents. Donc, la question de la qualification juridique est très, très importante dès lors qu'on aborde ces questions-là. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur l'aléa? Tu as répondu, mais je ne comprends pas trop. Enfin, je ne connais pas trop la différence entre une mutuelle et une entreprise techniquement. C'est quoi les différences? Alors, la mutuelle, déjà, c'est l'objet, c'est à but non lucratif. Ok. Déjà, de 1. Tu vois? Déjà, on est dans l'économie sociale et solidaire. OK? Pas d'actionnaire. Donc, si je n'ai pas d'actionnaire à rémunérer, ça veut dire mes clients, je ne suis pas là pour les essorer, tu vois? Je ne suis pas là pour toujours dire oui, la marge, la marge, la marge, le profit, le profit, le profit. Non, je suis là pour dire le service, mes adhérents, tu vois? Mon impact sociétal. Je n'ai pas le risque de me faire racheter. Il faut juste que je la gère bien, cette mutuelle, c'est tout. Tu vois? Mais voilà, donc ça change beaucoup de choses quand même. Hein. Donc, but non commercial, pas de capital social, fonctionnement démocratique, puisque dans une société capitaliste, c'est une action égale une voix, avec un capital, bien sûr. Dans une société mutualiste, c'est un homme égale une voix. Tu Peu vois? importe son investissement. Bah, il n'y a pas d'investissement. Tu es un adhérent. Voilà. Tu es un adhérent, tu as les mêmes droits que tous les autres. Tous les autres ont les mêmes droits. Donc, il y a une égalité, si tu veux, entre les adhérents. Et tu as dit que tu voulais ouvrir le capital bientôt. Dans quel Alors, ça, sens? c'est pour Safi. Si tu veux, Safi, c'est une société commerciale. D'accord, c'est une Parce que nous, on différence, est quelque chose courtier de en différent. assurance. On n'a pas le choix, tu vois. Moi, je suis une société commerciale. Je ne peux pas créer une mutuelle de toutes les façons. Je suis trop petit. J'aurais pu créer une D'accord. association, mais si j'avais créé une association, je ne pourrais pas distribuer un produit d'assurance. C'est la réglementation qui veut ça. D'accord? Par contre, donc moi, en fait, si tu veux, j'ouvre le capital de Safi pour financer, si tu veux, le développement et l'accompagnement du Takaful en France. Oui. OK? Et après, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à transformer, si tu veux, Beit El Mal en mutuelle. Oui. Ce serait l'idéal. Tout simplement. Ah ouais. Tu vois, D'accord. moi, c'est ça que j'aimerais faire. Et tu vas me dire, et Safi, Safi, je ne sais pas, ça deviendra une société de gestion. Ça pourra devenir une société de gestion que la mutuelle pourra utiliser dans le cadre de la gestion de ses actifs. Par exemple, j'en sais rien, tu vois, là, je fais appel à mon imagination. La Maïf, par exemple, tu vois, qui est une Ça mutuelle pourrait devenir d'assurance. un WARF. Ouais, mais de toute façon, c'est ça. Mais c'est bien que tu fasses le lien, parce que si tu veux la mutuelle d'assurance à la française, ça ressemble au WARF. Parce que comme il n'y a pas de capital social, bah, c'est inaliénable. C'est écrit dans le code des assurances, c'est inaliénable, une société d'assurance mutuelle. Mais ça n'empêche pas la mutuelle de détenir des sociétés commerciales. Par exemple, je te disais, la Maïf, elle détient la boîte qu'elle détient qui fait la gestion d'actifs, qui fait tous les investissements pour le compte de la mutuelle, elle s'appelle Parnas Maïf. D'accord. Et celle-ci, c'est une entité commerciale, mais qui est détenue par la mutuelle. Ok. Tu vois? J'ai appris beaucoup de Mais ça choses là. ressemble au WACF. Ça ressemble au WACF, effectivement, sauf que bon, ce n'est pas contractualisé comme étant un WACF, mais c'est Tu peux définir le inaliénable. WARF rapidement pour ceux qui ne connaissent pas? Le WACF, c'est ce qu'on appelle les biens de main morte ou les fondations pieuses. C'est une donation inaliénable qui est faite à Allah et qui reste sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, le WACF, il appartient à Allah. Bon, tout lui appartient. Mais là, il lui appartient au point que personne ne pourra l'acheter. D'accord? Et c'est une sadaqa jariya, c'est-à-dire que tout ce qui va sortir de ce bien WACF, il va profiter, il va être donné en fait, en aumône. D'accord? Et ça permet, si tu veux, à la personne qui fonde le WACF, même quand il meurt, son compteur de Hassanat il continue à tourner. Donc imagine si on arrive à créer cette mutuelle. Ouais.
Tu vois? Alors après, on n'aura pas la garantie comme un vrai waqf. Parce qu'un vrai waqf, si tu veux, dans le monde, dans l'Empire ottoman, il y avait des, comment te dire, les terres, ce qu'on appelle les hubus aussi. C'est un acte, tu vois? C'est un acte notarié, tu vois? Oui. C'est une terre waqf. Le seul problème qu'il y a dans le monde musulman par rapport à ça, c'est que du coup, il manque d'entretien. Il y a beaucoup de biens waqf qui sont très, très mal entretenus. Oui. Tu Parce vois? qu'ils ne génèrent pas assez de revenus pour payer les personnes qui vont. Ouais, c'est ça. Ou parce que les gens, bah, forcément, comment te dire, ils les laissent à l'abandon. Oui. Tu vois, parce qu'il y en a, ils préfèrent s'occuper de leurs affaires personnelles. Mais effectivement, on pourrait très bien imaginer qu'un Work il puisse générer suffisamment de revenus et rémunérer toutes les personnes qui l'entretiennent. C'est le cas d'une mutuelle. Une mutuelle, elle a des salariés, elle rémunère tous les gens qui travaillent à l'intérieur. Il y a Ok. des biens, des biens AOCAF, si tu prends, je crois que c'est à Médine, Mhm. je crois que c'est la palmeraie d'un compagnon. Je ne veux pas dire son nom parce que j'ai peur de me tromper, même si j'ai ma petite idée, mais il y a une palmeraie, je crois que c'est Hoffman, mais Il l'a dit. excusez-moi si je me suis trompé. Mais parce que à 90%, tu vois. Tu vois, mais imagine, c'est un bien, tu vois, c'est-à-dire dans le compteur de Hoffman, il continue encore à tourner. Aujourd'hui, en 2021. Ouais. Subhanallah. Tu vois, des Mm. palmeraies, tu vois. Donc, si tu veux, ça, c'est magnifique dans la finance islamique, Mm. C'est magnifique. Ouais. le waqf. Si tu extrapoles le truc, en fait, ça veut dire que si toute la terre, elle était waqf, ça voudrait dire que, bon, ben, bien sûr, il n'y a plus de propriété privée et tout le monde profite de la richesse produite. Ouais. Tu vois, c'est ça le waqf. Ouais. Tu vois, si tu extrapoles vraiment le truc, si tu disais, voilà, tu es sur une échelle de temps, le temps, il va durer comme ça indéfiniment. Ben, petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? La terre entière, elle devient waqf. Mathématiquement, ouais. Ouais, tu vois. Donc, c'est ça la philosophie islamique. C'est pas penser à soi, tu vois, c'est penser aux autres. C'est pas penser individuel, c'est penser collectif. Mm. Il a dit, Rasoul Sallam, il a dit le meilleur parmi nous, bon, c'est le meilleur qui est avec sa femme, mais c'est celui qui est le plus utile aux gens. Donc celui qui Mm. pense qu'à lui, il est utile comment aux gens? Rien du tout. Ouais. Non, c'est clair. Bah écoute, Ezine, j'ai fait un peu le tour des questions. Il y a juste une question un peu plus technique par rapport au produit. Donc, si on veut, si une personne souhaite s'inscrire, donc il y a le site internet, c'est quoi déjà? J'ai oublié le nom. Sakina-takafoul.fr. Sakina-takafoul.fr. Et du coup, comment ça fonctionne exactement? Donc, on s'inscrit, on a des cotisations mensuelles ou annuelles. En fait, première cotisation par carte bleue, Vous voyez? et ça va être si tu veux, le prorata de la cotisation en cours, c'est-à-dire du jour où on fait l'adhésion jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Et Mhm. puis, au moment où tu fais l'adhésion, tu sais, tu charges ta pièce d'identité, ton RIB, tu signes une autorisation de prélèvement. Et les années suivantes, ça se fait par tacite reconduction et un prélèvement une fois par an. En fait, la cotisation est tellement modique que Oui, ce n'est pas mensuel, tu vois, c'est une fois par an par oui, prélèvement. Après, tu reçois ta carte d'adhérent, ta carte d'adhérent mutualiste, ton certificat d'adhésion et voilà, ça y est, c'est parti. ok. Et si par exemple une personne souhaite s'assurer, euh, Qadarallah, elle décède, comment est-ce que comment est-ce que ça marche? Alors là, il y a deux choses quand même. C'est bien d'en parler. Il y a ce qu'on Mhm. appelle un délai de carence de 11 mois. D'accord? C'est-à-dire que si la personne elle s'assure aujourd'hui, elle décède dans 3 mois. Si elle est décédée par maladie, elle ne sera pas couverte. Si elle est décédée par accident, elle sera bien évidemment couverte. Pourquoi est-ce qu'on a mis un délai de carence de 11 mois? Bon, si elle décède au bout de 12 mois, quelle que soit la cause du décès, elle sera couverte. D'accord? Mhm. Mais on a mis un délai de 11 mois parce qu'en fait, il n'y a pas de questionnaire médical. On veut éviter, tu vois, que quelqu'un, par exemple, il se sait malade, il dit, tiens, je prends l'assurance. Donc, il ne vient pas pour donner, il vient pour prendre, en fait. Il vient et dit, Oui. tiens, je vais mettre 30 euros et je vais prendre 5 000 euros. Le problème, c'est que si tout le monde fait ça, le fonds Tacafoul, au bout de 2 ans, on le ferme. Mhm. Tu vois, parce que dans la vie, c'est ça, tu vois, pour pouvoir prendre, entre guillemets, pour pouvoir prendre des fruits, il faut planter des graines. Oui. Tu vois, même si dans les fruits, il y a les graines, mais il faut planter, tu vois. Et le problème, c'est que si tout le monde prend et que personne ne plante, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher longtemps.
Donc, pour protéger, si tu veux, la mutualité de ce risque, c'est un aléa moral quelque part, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, il a une idée derrière la tête, il sait que lui, il veut juste prendre, eh bien, on a mis ce délai de 11 mois. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, c'est pour ça que quelqu'un qui décéderait par accident la semaine d'après, Ok. on le couvre, quoi, tu vois. Hmm. Et si elle décède après le délai de carence, donc Elle est évidemment, couverte. elle pourra pas demander accès à son. Il faudrait que quelqu'un sache qu'il soit assuré pour aller demander. Ah, alors, oui, mais en même temps, tu sais, il y a des fichiers aujourd'hui, si tu veux, les assureurs, ils ont des obligations légales. Tu sais, ça s'appelait avant les contrats en déshérence. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des assureurs, ils avaient des contrats jamais réclamés. Aujourd'hui, ils sont obligés d'entreprendre des démarches pour pouvoir retrouver des héritiers. Donc, c'est pour ça qu'on prend, par exemple, le numéro de sécurité sociale de la personne, de l'adhérent. Parce qu'après, Oui. si personne ne vient réclamer, l'assureur, il va aller chercher. Mais idéalement, comme si tu veux, on a un réseau de pompes funèbres partenaires, celui qui adhère, généralement, il choisit déjà sa pompe funèbre au moment de l'adhésion. Et donc, nous, on va envoyer à la pompe funèbre le dossier d'adhésion en lui disant, voilà, il y a un adhérent, il a souscrit et il vous a choisi comme pompe funèbre. Donc, la pompe D'accord. funèbre, elle le sait. Et après, de toute façon, l'adhérent, il a tout intérêt quand même à, voilà, à informer ses proches qu'il a fait le nécessaire et à mettre ça dans ses papiers, etc., etc. Et par rapport au niveau de garantie, si une personne décède, ses obsèques coûtent, je ne sais pas, quelques milliers d'euros, lui, il est garanti à hauteur de 5 000 euros. Puisque vous avez différents niveaux de garantie, on n'en a pas parlé, mais bon, ce n'est pas très important, on peut choisir son niveau de garantie. Vous prenez en charge les frais, du coup, exact de ces frais, ou il reçoit la somme totale des 5 000 euros, par exemple? Non, alors en fait, comme c'est un engagement formel, contractuel, Oui, même si, je ne sais pas, moi, il a souscrit 5 000 euros et le montant des frais funéraires est de 2 000, il y a une différence de 3 000, ces 3 000 seront versés dans tous d'accord. les cas. Donc là, en fait, ta question, elle porte sur le reliquat, c'est-à-dire s'il y a un reliquat, Mhm. où va-t-il? Donc le reliquat, soit il est versé à une personne qui a été désignée au moment de l'adhésion. Ok, Ok. En fait, au moment où tu fais le process, on te demande pour le reliquat du capital, est-ce que vous souhaitez désigner un bénéficiaire? ok, Soit s'il n'y a pas de personne désignée, il est reversé aux héritiers. Et il peut également être reversé à une association. Donc là, ça veut dire d'accord. qu'en plus, le défunt, il prévoit du khayr encore. Et nous, on le Hmm. fait, on travaille avec des associations, si tu veux. Là, on a une adhésion une association de frères du Sénégal et du Mali. Mhm. Donc, en fait, ils ont adhéré toute leur famille. Et si tu veux, le profit, c'est le profit du capital, il va auprès d'une pompe funèbre partenaire, d'accord? Mhm. Puisqu'ils se sont entendus sur le coût du rapatriement que la pompe funèbre réaliserait. OK, Ok, à peu près 4 200 euros pour le Sénégal. Ils ont souscrit 5 000 euros. Et dans la partie reliquat, eh bien, les 800 euros de reliquat, ils vont revenir à leur association. d'accord. Donc, si tu veux, on a mis en place un système qui permet vraiment de développer tout un écosystème, c'est-à-dire l'écosystème des pompes funèbres musulmanes, puisque ça leur permet aujourd'hui d'être financés correctement pour payer les prestations funéraires. Parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre des prix. Et même les assureurs sur le marché ils leur font la misère, en fait. Ils leur disent, Hmm. ils leur disent pas un montant de capital. Ils leur disent, bon, un cercueil, c'est 250 euros maximum. Une mise en bière, c'est tant. Un convoi, c'est tant. Et donc, si tu veux, ça les compresse au niveau de leur activité, Leur marge. de leur marge. Donc, Hmm. sauf que nous, on a cassé ça. On dit, il n'y a pas, c'est un capital. C'est 4 000 euros, 5 000 euros, 3 500 euros. Donc, nous, par contre, on travaille, si tu veux, dans un cadre islamique. On leur a dit attention, S'ils augmentent si les vous prix. surfacturez, si vous Hmm. surfacturez une prestation, vous volez la famille. D'accord? C'est du vol de la famille. Le reliquat, il revient à la famille ou revient aux œuvres. Ouais. Mais comme si tu veux, ça, c'est là dans l'exemple que je te donne avec l'association, c'est déjà négocié en amont. L'association, elle a déjà vu la pompe funèbre. Ils ont déjà négocié le tarif. Hmm. Donc, ils savent que c'est 4 200. Ça ne sera pas autre chose. Oui, Tu vois, il n'y a pas de d'accord. rarav. Et en plus de ça, l'excédent va revenir à l'association. Donc, grâce à ça, on finance une pompe funèbre correctement. Mhm. Elle a de quoi être rémunérée correctement pour son travail et pour elle aussi arriver à se développer. Parce que quand tu gères une entreprise,
que tu gères les pompes funèbres, il te faut un véhicule, il te faut un bureau, et puis il faut aussi dégager suffisamment de marge pour pouvoir te développer. Tu vois, c'est normal. La croissance d'une entreprise, tu as besoin de marge, Oui. tu as besoin de capital pour financer ta croissance. Sinon, tu ne Ok. peux pas croître. Ouais, En même temps, l'association, elle récupère aussi une source de financement, puisque le reliquat, ça revient chez elle. Tu vois, tout le monde est gagnant. tout le monde est gagnant. On pourrait imaginer des personnes qui fréquentent une mosquée et qui décident, je sais pas, Tout à fait. ensemble de De s'inscrire et de mettre, de reverser, mettre reliquat, l'association cultuelle qui gère la mosquée. ou Tout à n'importe quelle fait. association. Oui. Ou n'importe quelle autre association. Ouais. Et ça ne fait pas partie de l'héritage, par défaut? Alors c'est une bonne question. Très, très bonne question. Je vais te répondre de la même manière que je t'ai répondu tout à l'heure. Tout dépend de la qualification juridique qui en est faite. J'ai fait un article là-dessus. J'ai travaillé là-dessus sur la qualification juridique de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie français à l'aune de la charia. D'accord? Si tu la qualifies comme un testament, le wasiya, la clause bénéficiaire, le bénéfice du capital ne peut pas aller à une personne héritière. Elle doit aller à une personne non héritière dans la limite de 1/3 de ta fortune. Oui. Elle peut aller à une personne héritière à condition d'avoir l'accord des autres héritiers. OK? D'accord. Ça, c'est si tu la qualifies comme étant un testament, le wasiya. Mais dans le droit français, la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie est justement hors succession. Elle ne rentre pas dans la succession. Elle est qualifiée juridiquement en droit français hors succession. Donc pourquoi est-ce qu'on irait qualifier dans la succession islamique quelque chose qui, dans le droit français, est hors succession? Ça ne rentre pas dans la succession. D'accord? Et donc à ce moment-là, si cette clause bénéficiaire elle est qualifiée hors succession, eh bien, tu peux même te servir du droit français pour spécifier un partage à l'intérieur de cette clause bénéficiaire conforme aux règles de la charia. Et à ce moment-là, c'est protégé. C'est-à-dire que même un juge ou tout ce que tu veux, il ne pourra pas dire oui, un héritier il a été lésé, etc. etc. Moi, ça, c'est ce que j'ai découvert, par exemple, avec le contrat Swiss Life. Donc, nous, on faisait ça pour des clients. On leur faisait des rédactions de clauses bénéficiaires permettant un partage selon la charia. Là, c'est intéressant parce que du coup, tu peux, par cet outil, arriver à, si tu veux, faire appliquer les dispositions des règles de l'héritage en islam dans le cadre juridique français. Donc, c'est à la discrétion du client, en fait, au final. Oui, mais j'ai envie de te dire, là, de ce point de vue-là, pour Sakina Funérailles, on parle de… Si tu veux, pourquoi il y a ces règles en islam? C'est pour ne pas léser. En fait, si tu veux, l'islam, en fait, c'est simple. Le droit islamique, il est là pour faire régner la justice. Régner la justice, ça veut dire quoi? C'est l'absence de préjudice aux gens. Pas de préjudice. Et donc, c'est pour éviter qu'il y ait un héritier qui puisse manger la part d'héritage d'un autre, en fait. C'est pour ça qu'il y a ces lois, ces règles, tu vois, au niveau de l'héritage. Donc là, quand je te parle de Sakina Funérailles, on parle de capitaux de 2000, 3500, 5000. C'est des petits montants. Tu vois, donc, c'est très faible. Et nous, on encourage, si tu veux, les adhérents, pour ce qui est du reliquat, de le verser à des œuvres de charité. Oui. Parce que la pompe funèbre, si tu veux, même si, par exemple, il n'y a pas de bénéficiaire pour le reliquat qui a été indiqué, nous, on les a formés en ce sens-là, va quand même demander à la famille et leur dire, écoutez, pour le bien du défunt, comme pour le reliquat, il y a cette question de l'héritage, pas l'héritage, du partage, etc. La meilleure des choses à faire, c'est ce reliquat-là, c'est de le verser à une œuvre socialement utile. Oui. C'est bon. Puis de toute façon, au final, dans ces moments-là, tout le monde veut faire une sadaqa jariyah pour la personne. Donc, Exactement. Donc là, il y a la possibilité de le faire. D'accord. Écoute, j'avais un truc en tête, mais je l'ai oublié. Ça ne va pas être important. J'ai fait le tour des questions, on a beaucoup parlé. C'est bientôt l'heure du ftour pour moi, donc il va falloir que je wrap up, comme on dit. Alhamdulillah. C'est pas que je t'aime pas, mais… Alhamdulillah. Je t'avais prévenu, je t'ai dit que j'étais bavard. Hein. Après, non, franchement, moi j'ai appris tout ce que je voulais apprendre. J'ai pris tout ce que je pouvais, j'ai tout retiré. Donc je suis content, je suis satisfait.
Bon, Pour finir sur quelques petites questions, est-ce que tu as une routine? Une routine du matin, une routine quotidienne, comment tu passes tes journées? une routine. Alors, ouais, vite fait. Quand soit je suis du soir, soit je suis du matin. Ok. Si je suis du soir, je me couche tard et je me lève un peu plus tard. Donc, je vais travailler jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures. Et Mhm. je vais me lever entre 7 et 9. Ok. OK. Mais ça, c'est plutôt en été, tu vois. Et en hiver, je vais me lever à 4 heures, 4h30 Mhm. et je vais envoyer des bûches. Tu vois, je vais travailler jusqu'à midi. Et à midi, bah, franchement, tu vois, le bûcheron l'aura bien bossé déjà, tu vois. Ouais. Et après, il me reste l'après-midi. Et l'après-midi, je fais mes appels, je fais mes calls, je fais mes rendez-vous, tout ça. Mais tu vois, le travail de bureau, le travail de concentration, d'écriture, de lecture, tout ça, je le fais vraiment de matin bonne heure. Mais bien évidemment, je me couche tôt en hiver, tu vois. Tu penses bien que si je me lève à 4h, 4h30, c'est qu'à 10h, je ronfle. Voilà, c'est ça ma petite routine, tu Dur vois. en hiver, hein. Il fait nuit en plus jusqu'à Ouais, sept non, huit c'est heures. bien. Ouais, mais on J'aime dort bien. bien après, tu C'est vois. On froid dort et bien. tout. Et sinon, allez, je te dis, j'ai une petite routine aussi, mais ça, c'est mon weird quotidien. J'ai un petit weird que je fais le matin après le sob. Ça, c'est ma vraie D'accord. routine, en fait. Un weird, Celle-là, c'est c'est-à-dire vraiment, un... un weird, comment te dire, des litanies, des prières, c'est du zikr, tu vois. Ah, d'accord. D'accord, ok. Tu vois, j'ai Le dhikr. un petit zikr un Dhikr du peu, tu matin. vois, un peu court, Mhm. mais je le fais tous les matins. Et ça, Régulièrement. c'est vraiment ma routine parce que c'est vraiment le truc. Bon, en même temps, les 5 prières, c'est aussi ma routine, tu vois, parce que tous les jours, je les fais, en fait. Et Mhm. donc, c'est ma routine aussi. Mais ça, c'est notre routine. J'ai envie de te dire, n'importe quel musulman qui pratique, qui fait sa prière, c'est notre routine à tous, tu vois. Mais en même temps, c'est magique parce que, tu sais, ce que je me dis, moi, à chaque fois, c'est que quand j'ai le front qui est par terre, par exemple, ben, je ne suis pas tout seul. À ce moment-là, à Mhm. cet instant-là, je ne suis pas seul. Et donc, j'essaye, si tu veux, de rejoindre dans ma prière la prière des autres qui sont en train de prier au moment où je prie. Mhm. Et là, c'est vraiment puissant. C'est puissant ce que tu dis, en effet. Oui. Mais c'est puissant, mais Non, non, c'est pas j'avais ce que jamais je vu ça dis. sous Hein. cet angle-là. Ouais. C'est pas ce que je dis qui est puissant. C'est ça qui est vraiment puissant, en fait. Tu imagines? Mhm. Parce Non, c'est que clair. concrètement, vu le nombre de musulmans qu'il y a aujourd'hui sur Terre, H24, il y a quelqu'un qui a le front par terre. Tout le temps. Mhm, Tu mhm. vois? Donc, en fait, c'est une prière permanente. Ouais. Allahu Akbar, t'imagines la religion du prophète, sallam, ce qu'il a été capable. Moi, Subhanallah. tu sais, je me dis, mais c'est. Tu vois, il n'y avait pas de. La dernière fois, on a fait une Omra, tu vois, la finance islamique, je te dis, ça nous a fait faire plein de bonnes choses. Alhamdoulilah. Mhm. On a fait une Omra et c'était l'adieu, tu sais, tu fais le tawaf d'adieu et tu pars. Ouais. Et je regardais et je voyais tous les gens qui faisaient le tawaf. Et je disais, mais tu te rends compte, il y a c'est des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de gens, tous les followers en fait. Et Rasoul Sallam, il n'y avait pas de Instagram, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien, il n'y avait pas de YouTube. Et c'était il y a 15 siècles. C'est ouais, voilà, c'est extraordinaire. Tout à fait. Je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as des recommandations de livres? Waouh. Un, deux, trois livres. Dans quel domaine? Un des livres qui t'ont, toi, marqué, peu importe. Allez, je vais te dire Faridoudine Attar, Mhm. Le langage des oiseaux. D'accord. Je ne vais pas te dire le Coran parce que je ne le lis pas assez. Mais tu connais le langage des oiseaux? Non, 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 je connais Si tu as pas, je l'ai lu. l'occasion, si tu as l'occasion, ça te fera voyager. Franchement, c'est un patrimoine mondial de l'humanité, tu vois. Farid Attar. Ouais, Faridoudine Attar. Farid Attar. Ok, c'est noté. Un autre pour la route? Euh, un autre, quel domaine?
Je vais pas te dire la finance. La finance, si. La finance, je vais te dire confession d'un assassin financier. Ok. Je crois que c'est Hopkins qui s'appelle. Ok. Il fait froid dans le dos, ce bouquin. Attends, je vais regarder, mais confession d'un assassin financier. Ouais, John Perkins. Perkins. Ou sinon, j'aime bien ceux de Taleb aussi. Nassim, Nicolas Taleb. ouais, Skinning the Game, j'ai lu la dernière fois. C'était justement Jérémy Le Petit qui me l'avait recommandé. On en avait discuté et c'est lui qui m'avait dit ouais, c'est mon auteur favori et tout. Et moi, tu sais, quand même bené, tu sais. Ah ouais, je connais pas. C'est qui Taleb? Il est connu. Ah ouais, il est super connu. Ouais. Spécialiste en probabilité. Ouais, c'est ça. Mais ça va, il écrit bien. Franchement, il est brillant. Ok, trop bien. Si les gens souhaitent te suivre, te contacter. Alors, le problème, c'est que mon nom, mon prénom, si je donne mon mail, ça va être un peu. Bon, je peux donner le générique contact@saafi, s2afi.fr. Ok. Et sinon, je pense qu'il me trouve assez facilement sur les réseaux, sur LinkedIn. Je suis très réactif et je réponds généralement. Je réponds toujours aux messages qui me sont envoyés. Voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà, je me ferai. Je réponds. Génial. Écoute, Zdine, je te remercie beaucoup pour ton temps. On a bien discuté, on a bien échangé. Il y a encore plein d'anecdotes à raconter, je sais, mais bon, ce sera pour une autre fois. Je sais. Ce sera à Marseille ou à Marseille ou à ou à Singapour. C'est ça. Moi, j'aimerais bien venir à Marseille en plus. Je m'avais parlé à ma femme, elle m'a dit que ça m'intéresserait de visiter un peu le sud. Donc, si je passe, Inch'Allah, je te contacte. Ouais, franchement, je te n'hésite textote. pas. N'hésite pas. Franchement, moi, j'aime bien faire le tour. Donc, j'étais membre d'une association de tourisme participatif à l'époque. Ça s'appelait les Greeters. Et en fait, le concept, c'est au lieu de faire appel à un guide touristique, tu fais appel à un local. Ouais. Tu fais gratuitement une balade en fait de son secteur, de son coin, tu vois. C'est une balade d'une heure. C'est l'occasion d'une rencontre, tu vois. Et moi, je faisais ça parce que c'était une amie à moi qui était présidente de Stassos, qui bossait dans le tourisme. Et j'avais fait une balade. La balade que je faisais, on l'avait appelée la balade de la gazelle. Parce qu'en fait, on faisait tous les quartiers arabes du centre-ville de Marseille. Tu vois, Noailles, Belzins, la Porte d'Aix, le marché du Soleil. Et voilà, et généralement, les gens ils kiffaient, quoi. Tu vois, parce que c'est des quartiers, même certains Marseillais n'y vont pas. Ils ne les connaissent pas. Et alors que tu vois, c'est riche en couleurs. Il y a des souks. Vraiment, tu voyages, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime à Marseille. Trop bien. J'ai hâte de faire cette balade. La balade de la gazelle. Voilà, bah, tu seras le bienvenu et on s'arrêtera à manger des pâtisseries tunisiennes. On boira un bon thé et on pourra aller contempler la mer. Nickel. Les calanques. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis, Inch'Allah, on se tient au courant. À bientôt, Inch'Allah. Tu sais quoi, je vais faire une blague. On se tient au courant. Au courant? On se tient au courant, surtout sur ce mois. Tu vois, dans ce mois béni. Exactement. À la corde, tu vois, on y reste attaché. Ouais. Barakallah fik. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.